Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette toute dernière séance de la Commission de l'environnement à l'intérieur de ce mandat-ci. En fait, nous sommes le 22 mai 2025 en direct de l'Hôtel de Ville. Je suis Joanie Belrose, la présidente de la Commission de l'environnement. Je suis accompagnée aussi par les membres élus de la Commission, M. Marc Deneau, M. Claude Charon. Il y a aussi Mme Catherine Boileau en ligne. D'autres élus seront présents en ligne avec nous. Ben, il y a Mme Laroche qui est déjà présente, mais je sais que Mme Lefebvre aussi s'ajoutera. Du côté de de l'administration du Bureau de l'environnement, il y a Mélanie Lelièvre, la directrice. Monsieur Daniel Blouin et Madame Chantal Pelchat, bon matin. Nous avons aussi des parcs et espaces verts, Madame Valériane Noël et Monsieur Michael Drouin. Souvent, on se trompe avec Blouin et Drouin, là. Vous êtes à côté. Donc, et du service du greffe, notre Julie Bourgeois, merci toujours d'être là, qui veille à ce que ça vienne bien du point de vue et des notes. Et nous avons aussi du de la mairie, M. Mathieu Ducharme, qui est avec nous pour la première fois. Bienvenue. Et nos invités externes maintenant, nos chers partenaires qui ont été très, très engagés dans la démarche du plan d'action qu'on va vous présenter tout à l'heure de la politique de divertissement. Donc, nous avons de l'Association citoyenne des espaces verts, M. Claude Cinq-Mars. Mme Lucie Desgagnés est aussi dans la salle. Nous avons de l'Initiative cherbourgoise de développement des communautés, Mme Pamela Bilodeau. Et du Conseil régional de l'environnement, M. Alexandre Demers, bon matin. Alors, merci à tous ceux et celles qui suivent les travaux de la commission, que ce soit en présence ou en rediffusion. Je sais que vous êtes plusieurs à les réécouter par la suite. J'en profite d'ailleurs, si vous suivez nos travaux, je vous invite à l'AGA qui va se tenir le 19 juin prochain à 18 h à la salle terrasse du séminaire de Sherbrooke. Donc, c'est la même salle que l'année dernière. Nous en profiterons pour faire bilan des travaux, perspective de la commission. Puis, on a une invitée spéciale. En fait, il va y avoir une discussion-conférence sur comment adopter un mode de vie plus éco-responsable. Donc, ça sera un rendez-vous à ne pas manquer, en fait. Et puis, c'est aussi l'occasion de venir échanger avec les membres de la commission, nous partager vos préoccupations, avoir si vous avez aussi des questionnements sur nos travaux. Donc, c'est l'occasion. Je remercie aussi les journalistes qui sont dans la salle avec nous et qui s'assurent de transmettre l'information à la population. Alors, aujourd'hui, nous avons un dossier très important, le tout premier plan d'action de la politique de l'arbre et du verdissement que nous avons adopté récemment. Donc, c'est un plan sur 5 ans que nous avons élaboré dans une approche collaborative avec plusieurs partenaires qui ont, participé à de nombreux ateliers. Donc, bien hâte de vous présenter ce plan. Donc, la séance est ouverte. Il n'y avait pas de point à ajouter à l'ordre du jour, ni de compte rendu à adopter. Donc, alors, c'est pas vrai. Lecture et dépôt du procès. Non, c'est ça, c'est à huis clos. Fait que, on a juste à adopter l'ordre du jour. Voilà. Donc, notre point principal, sans plus attendre, le plan d'action 2025-2030 de la politique de l'arbre et du verdissement. Donc, pour introduction, Madame Lelièvre. Bonjour, merci Madame Belrose. Bonjour tout le monde. On est vraiment heureux de franchir cette étape aujourd'hui avec le dépôt de du plan d'action, de la politique de l'arbre et du verdissement. Donc, on rappelle que la politique de l'arbre et du verdissement est une démarche de planification volontaire qui est née de la préoccupation croissante de la population envers la protection de la forêt urbaine et le verdissement du territoire. Et ça a été effectivement adopté en février dernier. Elle vise une meilleure gestion et planification de notre patrimoine arboricole et des actions de verdissement sur le territoire. Elle est complémentaire au plan nature qui, lui, vise la conservation des milieux naturels d'intérêt. La politique, elle, vise la forêt urbaine, les petits boisés, les regroupements d'arbres, les arbres individuels, tant en domaine public que privé. Le plan d'action 2025-2030, comme son nom l'indique, vient concrétiser cette politique par une série de mesures en intégrant différentes notions et bénéfices qu'offrent les arbres et leur canopée. La lutte contre les îlots de chaleur, le verdissement, la déminéralisation, puis les fonctions nourricières. Elle prend en compte aussi la question de l'accès aux îlots de fraîcheur offerts par les parcs et les boisés de proximité. On a pris soin d'aborder tous les angles possibles, les angles d'action possibles afin d'atteindre les objectifs de la politique, tout en étant concis, rigoureux dans le choix des actions, afin de se concentrer sur les actions qui auront le plus d'impact. Comme vous allez le voir, le plan d'action est ambitieux et diversifié.
Un élément vraiment distinctif, comme Mme Belrose l'a souligné tout à l'heure, c'est l'engagement de la communauté qui supporte la démarche. Il y a 5 organisations qui sont venues en amont s'engager formellement dans la mise en œuvre du plan, dont plusieurs sont ici présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis cet engagement sera assurément un gage de succès et une force motrice dans le déploiement du plan. Enfin, je souligne que le plan d'action prend tout son sens avec les événements climatiques extrêmes actuels et récents qu'on a connus encore à Sherbrooke dans les derniers jours. Donc, les arbres, les milieux naturels, ces infrastructures vertes sont une des clés pour faire face aux défis incroyables que représentent les changements climatiques puis le poids qu'ils vont faire supporter aux infrastructures municipales. Alors, sans autre préambule, je cède la parole à Chantal Pelchat, qui sera accompagnée de Daniel pour présenter le plan. Merci. Donc, au niveau de l'ordre du jour aujourd'hui, on va vous faire un bref résumé de la politique de l'arbre et du verdissement. C'est notre guide qui guide justement ce plan d'action. On va vous présenter aussi les groupes de partenaires, le plan d'action, le financement et les prochaines étapes. Donc, au niveau du résumé, on peut passer à la prochaine diapo. On l'a dit tout à l'heure, la politique de l'arbre et du verdissement a été adoptée en février dernier. On a plusieurs étapes qui ont permis d'élaborer cette politique de l'arbre et du verdissement. D'abord, on a préparé un portrait du territoire avec une cartographie des îlots de chaleur et de la canopée, puis un portrait statistique. Par la suite, on a élaboré un diagnostic qui comprend l'évaluation de notre performance en foresterie urbaine, une analyse des freins et des leviers, ainsi que l'identification des enjeux qui sont propres à Sherbrooke. Tous ces intrants-là nous ont permis de rédiger une politique de l'arbre et du verdissement qui se décrit par une vision en 3 axes et 5 engagements. Au niveau de la vision de la forêt urbaine idéale, le premier axe est de maximiser les retombées sociales, c'est-à-dire de célébrer la valeur sociale du verdissement, fournir des lieux de rassemblement et des aménagements comestibles et ne laisser personne pour compte, particulièrement les personnes vulnérables. Le deuxième axe est d'adapter la ville et ses infrastructures, c'est-à-dire considérer les arbres et le verdissement comme une infrastructure verte, assurer la place des arbres, donc le bon arbre au bon endroit, et diversifier les stratégies. Finalement, le dernier axe est de miser sur la biodiversité, miser sur un nombre d'espèces et de caractéristiques diversifiées, rendre la forêt urbaine résiliente et adapter les communautés au changement climatique. On a également nos 5 engagements qui ont guidé toute notre démarche, mais qui guident aussi notre plan d'action parce qu'on peut le voir dans le document original, que chaque mesure prend en considération ces engagements. Donc, je vais me permettre de les lire parce qu'ils sont quand même importants dans cette démarche. Le premier engagement, c'est de considérer la forêt urbaine et le verdissement comme un des éléments structurants de l'aménagement du territoire. Puis, on a renforcé les capacités municipales à maintenir et bonifier la forêt urbaine et le verdissement. Le troisième engagement, c'est de viser une forêt urbaine et un verdissement équitable. Par la suite, contribuer à la création d'une communauté de l'arbre et du verdissement et acquérir des connaissances pour innover dans les pratiques municipales. On l'a nommé à quelques reprises depuis le début de la présentation. On a travaillé avec un groupe de partenaires. La Ville a vraiment bénéficié de l'expertise de ce groupe qui a vraiment influencé positivement toute cette démarche, tant pour la politique que pour le plan d'action. Donc, notre groupe de partenaires est composé de l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, la Direction de la santé publique du CIUS de l'Estrie, l'Initiative sherbrookoise en développement des communautés et l'Université Bishop. Bien entendu, il y avait également Mme Joanie Belrose, à titre de présidente de la Commission de l'environnement, qui a siégé sur ce groupe. C'est vraiment une expertise qui était très complémentaire, qui a contribué au succès de la démarche. Je laisse Daniel poursuivre. Donc, on va maintenant vous présenter avec fierté l'aboutissement de la démarche, un plan d'action pour l'horizon 2025-2030. Donc, sachez que le plan d'action complet est disponible à l'annexe 2 du sommaire décisionnel. Donc, rappelons que le plan d'action est issu d'un exercice de consultation puis de mobilisation des parties prenantes.
Donc, il y avait le diagnostic participatif où on a exploré différentes thématiques qui sont affichées à l'écran avec nos parties prenantes. Puis, ce diagnostic-là a été complété par un atelier de validation du plan d'action avec les partenaires. Sinon, on a réalisé 3 ateliers municipaux portant sur le plan d'action. Donc, un qui portait sur l'éco-citoyenneté, un sur la réglementation, puis un sur la gestion de la forêt urbaine et des infrastructures. Donc, c'est avec l'ensemble de ces intrants-là, avec le référencement à d'autres actions municipales, puis avec une dose de créativité, qu'on recommande un plan d'action en 3 stratégies, 9 mesures et 31 actions. Donc, on se souvient, dans la politique de l'arbre et du divertissement, il y avait 3 objectifs. Dans le plan d'action, ces objectifs sont accompagnés de cibles ambitieuses, réalistes et mesurables. Donc, en premier temps, on va maintenir la forêt urbaine en s'assurant que tous les nouveaux projets immobiliers majeurs auront un indice canopé projeté supérieur à 30 %, en plus d'avoir un îlot de fraîcheur à moins de 300 mètres de marge de distance. En second temps, la forêt urbaine sera bonifiée par la plantation de 10 000 arbres. Donc, ces plantations-là seront réalisées dans des parcs, dans les emprises municipales, mais également sur des terrains privés en collaboration avec la communauté. Finalement, on veut aller réduire les îlots de chaleur en déminéralisant l'équivalent d'une superficie de 200 cases de stationnement. Donc, ça correspond à 3000 mètres carrés. C'est environ une trentaine de projets sous les pavés, comme celui qui a été réalisé au stationnement de la Sgari. Donc, on voit que c'est quand même un objectif, une cible qui est ambitieuse. Pour atteindre ces cibles, de même que les engagements de la politique qui ont été présentés plus tôt, on s'appuie sur 3 stratégies. Premièrement, dans la stratégie de mobilisation, on veut développer, rassembler puis structurer les partenariats comme celui qui a porté l'élaboration de la politique puis de son plan d'action. Sinon, on veut continuer à éduquer et sensibiliser les parties prenantes aux bonnes pratiques puis offrir également des incitatifs pour ces bons comportements. La stratégie réglementaire sera nécessaire pour s'assurer que les nouveaux milieux de vie soient plus verts, moins vulnérables aux épisodes de chaleur, puis également pour que les milieux de vie existants soient réaménagés aux besoins s'ils ne répondent pas aux besoins de la population. Finalement, une stratégie organisationnelle est proposée pour s'assurer de reconnaître, consolider puis bonifier cet actif-là qui est la forêt urbaine publique. Donc, je vais maintenant vous présenter en détail les 31 actions. Vous pouvez voir à droite dans les tableaux les échéances. Donc, ces échéances-là ont été réfléchies afin de répartir la charge de travail puis les budgets sur l'ensemble de l'horizon 2025-2030. Je vais me prendre un petit peu d'eau. Donc, la première mesure vise les partenariats de mise en œuvre. La première action, c'est de créer et soutenir l'Alliance Canopée. Donc, c'est l'action phare de cette stratégie. Je vais vous la présenter plus en détail plus loin. L'action 2, c'est de mettre en place un système de désignation pour reconnaître puis faire rayonner les industries, commerces puis les institutions qui font des efforts substantiels pour l'arbre et le verdissement. Donc, on a parlé plusieurs fois dans la démarche là, de l'importance d'avoir des ambassadeurs puis des exemples pour les bonnes pratiques. Donc, justement, d'aller les reconnaître puis d'exposer ces bonnes pratiques-là, ça pourrait avoir un impact positif puis un effet de contamination positive, là. Donc, on pensera à un nom accrocheur là, ultérieurement avec le service des communications. L'action 3, c'est de rechercher puis établir des partenariats stratégiques. Donc, les partenariats stratégiques, on peut penser par exemple à des partenaires financiers, des partenaires de diffusion, des grands propriétaires qui mettent à disposition des terrains ou des bénévoles pour des plantations participatives. Donc, c'est vraiment des partenariats qui peuvent faire une différence dans notre capacité de mettre en œuvre là, le plan d'action puis d'atteindre nos cibles. L'action 4 consiste à organiser des forums de discussion avec les propriétaires et locataires pour que notre stratégie s'adapte à leur réalité. Donc, on veut maintenir un lien, une communication avec les différentes parties prenantes pour pouvoir s'améliorer en continu. D'ailleurs, on travaille avec le laboratoire interdisciplinaire en innovation municipale de l'Université de Sherbrooke, nous opérer avec un laboratoire spécialisé en acceptabilité sociale. Puis on travaille là, à sonder le milieu commercial et industriel sur des solutions qui sont plus adaptées là, à leurs mesures. Donc, la deuxième mesure, c'est l'éducation et la sensibilisation. L'action 5 est de développer des boîtes à outils adaptées aux différentes parties prenantes.
Donc là, on peut penser par exemple à une boîte à outils qui contient des outils promotionnels pour reparler des bienfaits des arbres, mettre de l'avant des bonnes pratiques ou également faire référence aux outils et ressources qui sont existantes. L'action 6 consiste à organiser puis soutenir des formations, conférences ou ateliers pour aller vulgariser des bonnes pratiques d'entretien, de plantation et de verdissement. Donc, on en a déjà fait dans le passé, on va continuer à en réaliser. L'action 7 on veut s'appuyer sur des outils cartographiques interactifs. Donc, ça permet ce genre d'outils-là de vraiment rendre des données vivantes puis accessibles à la population. Donc, on peut penser par exemple à une carte qui résume la valeur des services écologiques des arbres sur le territoire ou à un exercice de cartographie participative où des citoyens vont aller identifier des arbres remarquables sur le territoire. Donc, c'est juste des exemples d'outils interactifs. Dans un sondage qui a été réalisé en 2022, les participants indiquaient que la population avait besoin d'incitatifs pour se mettre en action au niveau de la plantation d'arbres puis du verdissement. Donc, c'est l'objet de la troisième mesure. L'action 8, c'est de mettre sur pied puis de déployer un programme de verdissement. Donc, il y a plusieurs opportunités qui émergent de la population puis des parties prenantes pour le verdissement sur le territoire. C'est très proactif, puis parfois, c'est difficile d'aller prioriser puis déterminer c'est quels projets qui pourront être soutenus par la ville. Donc, un programme permettrait d'aller structurer ces opportunités-là puis de les financer. Donc, ça viserait ce programme à améliorer le milieu de vie des communautés qui sont les plus vulnérables aux épisodes de chaleur. Donc, ceux qui ont été identifiés dans nos ateliers avec les parties prenantes, c'était les écoles, les résidences pour personnes âgées, puis les logements à haute densité, par exemple. Puis, encore une fois, en lien avec notre axe maximiser les retombées sociales, on pourrait penser à des aménagements qui favorisent les rassemblements ou des aménagements comestibles lorsque ça fonctionne et c'est approprié dans le contexte. Donc, l'action 9, en complémentarité avec la précédente, c'est de soutenir des activités de distribution de végétaux. L'action 10, c'est de démarrer un projet pilote pour accompagner les commerces dans la conception d'espaces végétalisés pour leur stationnement. Donc, on sait là, que les îlots de chaleur et les carences de canopée, c'est beaucoup situé dans les secteurs commerciaux, là, puis qu'il y a beaucoup de freins et de craintes à aller intégrer la végétation dans les aménagements. Donc, on voudrait explorer une approche volontaire où, par exemple, on fait des plans concept de réaménagement, de verdissement, de stationnement qu'on propose là, pour un peu donner l'idée de OK, ça peut être intéressant, ça peut être attractif d'intégrer la végétation dans l'aménagement. Au niveau de l'action 11, donc c'est réaliser une étude de faisabilité pour l'implantation d'une pépinière communautaire. Donc, ça répond à un besoin qui a été mentionné par plusieurs parties prenantes pour un lieu qui pourrait servir à l'entreposage de végétaux, à la production, mais également un lieu de rencontre qui pourrait avoir des usages multiples. Donc, une étude, ça permettrait d'aller évaluer c'est quoi le potentiel pour ce type de projet-là. Est-ce que c'est rentable? C'est quoi les étapes nécessaires pour la mise en œuvre? Puis, est-ce qu'il y a des emplacements potentiels sur notre territoire qui pourraient répondre à ce type d'infrastructure? Ah oui, c'est peut-être une bonne idée, ouais. Comme je finis une stratégie, puis... Ouais, très bonne idée. Donc, l'action phare de la stratégie de mobilisation, c'est de créer l'Alliance Canopée, donc un groupe de partenaires qui va aller collaborer à la mise en œuvre spécifiquement de la stratégie de mobilisation. Donc, on vise à aller pérenniser les partenariats existants, mais également développer des nouveaux. Donc, à titre de rappel, c'est l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'élaboration de la PAV, de la politique de l'arbre et du verdissement, qui ont déposé des lettres d'intention à faire partie de l'Alliance Canopée. Donc, l'Alliance serait indispensable pour soutenir le programme de verdissement, puis s'assurer qu'on favorise bien l'amélioration de vie des milieux, l'amélioration du milieu de vie des communautés les plus vulnérables aux épisodes de chaleur. Puis, ça serait un levier important pour augmenter notre capacité à agir parce qu'on irait mutualiser des ressources puis des expertises. On en a parlé déjà plusieurs fois à quel point on a une brochette de partenaires qui sont très complémentaires. Puis, justement, on pourrait travailler concrètement sur le développement de projets, le démarchage, la veille d'opportunités de financement, le dépôt de demande et plusieurs autres éléments très concrets pour mettre en œuvre des projets.
Donc, je prendrai maintenant les questions là, sur la première stratégie. Des questions, commentaires, sinon? C'est de nous? À l'action 11, réaliser une étude de faisabilité pour l'implantation d'une pépinière communautaire. Je pense qu'on aura une belle opportunité de s'associer avec la forêt qui marche dans ce dossier-là, hein. Je pense que des fois, il y a déjà des processus qui sont en place, puis on parlait de stimuler l'implication citoyenne, tout ça. Moi, je pense que ce serait un des points importants. Et je pense non, pour ce segment-là, ça va être correct. Merci. Madame Boileau, en ligne. OK, je suis en train de sortir mes notes, désolée. Donc, pour maintenir la forêt urbaine, je suis allée lire un peu sur l'approche 330-300. Puis, comme je l'avais écrit à Madame Belle-Rose, c'est sûr qu'au centre-ville, je pense que c'est quelque chose qui est bon, mais j'ai peur que en périphérie, on peut encore construire en périphérie, puis la canopée est quand même plus importante, puis je voudrais pas que ça fasse diminuer notre indice, parce qu'on sait que dans la politique, notre indice est de 42 %. Fait que si on diminue à 30, on perd du couvert finalement. Fait que je me disais que ce serait probablement mieux d'y aller peut-être à la pièce, ou en tout cas de ne pas seulement se baser sur cette approche-là à la grandeur de la ville. J'avais juste cette inquiétude-là, là. Ben, peut-être qu'on pourrait mentionner là, qu'il y a vraiment un arrimage qui est fait aussi avec les travaux réglementaires au niveau du plan nature, là. Donc, il y a des projets de règlement qui ont été déposés avec des seuils de conservation de la forêt urbaine existante à conserver. Là, on parle d'un 20 de la forêt urbaine existante, puis sur les terrains l'ensemble des terrains doit avoir une canopée projetée de 30 là. Donc, normalement, si on fait l'addition de l'ensemble de ces chiffres-là, on dépasse le 30 parce que c'est le 20 plus le 30 sur chaque terrain. Puis c'est vraiment dans l'analyse des projets, par exemple, les projets d'ouverture de rue ou les projets intégrés ou tous les projets de développement sur le territoire, les projets résidentiels ou autres, que là, il va y avoir une portion qui va être discrétionnaire, puis à la discrétion du CCU, puis il y aura peut-être des gains à aller faire là, supplémentaires au niveau de la canopée. OK. Là, je ne sais pas si mes points étaient pour les autres points que j'avais, c'était où je reviens à la fin ou je t'entends pas. J'ai pas entendu. On est dans la stratégie de mobilisation. OK. C'est ça. Dans le fond, je voulais que, mettons, l'action numéro 4, j'aimerais ça que ce soit peut-être un peu plus clair parce que, tu sais, on va consulter les gens, on va leur demander d'identifier peut-être des solutions, mais après ça, on fait quoi? C'est quoi la suite après? Fait que je ne sais pas si ça pourrait être plus précis, peut-être. Ben, tu sais, on peut voir comme le plan d'action, on a une certaine marge de manœuvre dedans. Il y a des actions qui sont formulées, mais il y a du jeu dans les actions parce que les libellés sont quand même assez généraux. Puis c'est à l'intérieur, là, finalement, de ça qu'on se donne une flexibilité d'adapter les actions à travers la mise en œuvre aux réalités qui sont rencontrées sur le terrain. Comme par exemple, là, pour tu sais, les forums de discussion avec le milieu industriel puis le milieu commercial, mais on pourrait adapter le contenu des boîtes à outils qui sont destinés à ces parties prenantes-là en fonction de ce qui ressort là, en termes de besoins. Là, parce qu'on veut comprendre pour eux c'est quoi la valeur ajoutée. Puis on veut d'avoir des arbres du verdissement, puis on veut vraiment cibler nos efforts sur cette valeur ajoutée-là pour qu'ils soient engagés là, finalement. OK. Puis est-ce que vous avez pensé aux écoles aussi pour aller mobiliser les plus jeunes? Parce que souvent, on passe par les écoles pour par les jeunes, en fait, pour changer les façons de faire des générations futures. Un bon commentaire. Puis je pense à travers le programme de verdissement, mais vu qu'on va viser toutes sortes de milieux, dont les écoles, il va y avoir un lien à travers les projets là, qui pourrait être réalisé avec les écoles, le tant qu'on est présent avec les partenaires qui, eux, sont aussi sur
sont sur le terrain, le plancher avec les différentes parties prenantes qui peuvent aussi nous relayer ces réalités-là. Puis c'est d'où l'importance de l'Alliance Canopée, là, d'avoir ces différentes perspectives-là qui sont mises en évidence. OK. Ça fait partie des communautés vulnérables qu'on avait ciblées, là. On voyait vraiment la corrélation toujours entre l'indice de canopée ou l'absence et là où se trouvent les gens plus vulnérables, les enfants, les aînés, les personnes à faible revenu, etc. Fait que c'est vraiment là qu'on aimerait prioriser nos actions. Pour le 3-30-300, mais c'est un indicateur, une approche, en fait, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, en fait, qui était une approche vraiment qui lie canopée, verdissement et santé publique, dans le fond. Puis, on l'a déterminé que c'était la bonne approche depuis le début. Puis, on l'a aussi intégré dans le cadre normatif du plan nature. Donc, c'est ce qui est un peu intéressant. On va pouvoir, travailler autant l'aspect urbain de cette façon-là. Puis avec chaque projet majeur, puis là, ben, c'est sûr qu'on a déterminé que plus il y a du terrain, plus c'est facile de conserver versus plus on est dans un petit terrain. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir cette cible-là. Donc voilà. Il y a aussi Mme Laroche en ligne qui avait la main levée. Oui, merci beaucoup. Puis en complément de ce que vous dites, Mme Belle-Rose, puis pour rassurer aussi peut-être Mme Boileau, là, justement, on a le plan nature qui couvre beaucoup, entre autres pour tout ce qui est milieu rural et en dehors du périmètre urbain. Il ne peut pas y avoir de toute façon d'ouverture de rue et autres. Fait que la canopée, l'indice de canopée va nécessairement rester plus élevé. Le 3-30-300, je pense, est vraiment adapté à notre forêt urbaine, donc en périmètre urbain, où là, on veut maintenir et s'assurer de préserver. Là. Fait que moi, je le vois très positif, mais sachant qu'en milieu rural, c'est certain qu'on va garder une canopée plus élevée parce qu'on ne peut pas faire de projet de grande envergure de développement. Fait que ça, c'est important de le souligner aussi pour la population. Je pense que c'est vraiment centré ces objectifs-là pour maintenir en milieu urbain, donc là où il peut encore y avoir du développement et où la canopée est déjà plus réduite. Donc, moi, quelques petits commentaires ou questionnements, mais super, je pense que c'est extrêmement important, toute cette stratégie-là. Je salue l'Alliance Canopée. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ça. L'action 9, je voulais dire soutenir les activités de distribution d'arbres. Moi, je veux juste faire du pouce là-dessus. C'est quelque chose qui est extrêmement demandé. En tout cas, moi, souvent, j'ai beaucoup d'appels de citoyens qui me disent est-ce qu'on peut avoir des arbres? Puis, je me souviens, à l'époque, on faisait un partenariat avec l'Alliance forestière. Je pense que ça fait 2 ans que ce n'est plus en marche. Je ne sais pas pourquoi, mais éventuellement, si on peut repenser à organiser une grande activité annuellement aussi, même en partenariat avec eux ou en tout cas auprès de la ville, c'était extrêmement populaire. Moi, j'ai toujours vu des énormes fils, puis je pense que ça peut aider les gens à se mettre en action aussi. Puis souvent, ce que j'appréciais, c'est qu'il y avait en même temps vraiment de l'information sur les types de végétaux, sur à quoi il faut penser quand on les plante. Fait qu'on avait vraiment une approche qui était globale, puis on pouvait s'assurer que les gens vont les planter aux bons endroits, parce que c'est ça aussi, aux bons endroits, les entretenir de la bonne façon, mettre le bon arbre à la bonne place également. Action 10, projet pilote, accompagner les commerces. Juste un petit commentaire aussi, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il faut penser, comme on est en plan d'urbanisme, après ça, on va avoir aussi une refonte réglementaire. Donc, oui, pour tout nouveau commerce qui va vouloir s'implanter ou nouvelle entreprise qui va vouloir s'implanter, nos normes vont être beaucoup plus encadrantes pour s'assurer qu'il va y avoir du divertissement dans les stationnements, mais ça a toujours été ma question, comment on fait pour les grands stationnements qui sont déjà là, qu'on ne peut pas contraindre à revenir en arrière. Donc, je pense que d'aller avec un projet pilote pour commencer à les mettre en action puis créer des modèles positifs, c'est vraiment une action importante et intéressante. Puis sinon, tantôt, vous parliez des écoles, ça m'a juste fait penser que je pense qu'effectivement, via aussi tout ce qu'on veut faire comme activité de sensibilisation, j'ai un exemple concret. Là, moi, j'ai une école dans mon quartier qui m'a demandé s'ils pouvaient planter des arbres, puis on s'est aperçu que c'était en terrain municipal parce que c'était en bordure de rue. Et le service de l'arboriculture a accepté de venir planter des arbres, mais aussi de venir le faire avec les enfants puis de les informer en amont sur les essences et tout. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je ne sais pas si ça s'est fait encore, mais tout a été planifié. Puis normalement, ça va se faire. Fait que, je pense que les écoles sont des bons leviers aussi pour à la fois faire notre plantation, mais en profiter pour faire de l'éducation avec les jeunes puis être vraiment en partenariat avec les écoles. Fait que voilà pour mes commentaires ici.
Merci, Madame Laroche. Il y a aussi une grande part d'implication de nos partenaires. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter. J'ai vu M. 5 mars qui avait la main levée. Peut-être, est-ce que votre micro il est allumé? La petite lumière. Excellent. En fait, oui, on a déjà participé avec grand plaisir à toutes les démarches, vous l'avez vu dans les premières diapositives. Et puis, on voit aussi qu'il y a peut-être plein d'endroits aussi où, je parle pour la SEV, peut-être même pour les autres, où on peut être impliqué. Mais il y aurait peut-être un aspect que la Ville pourrait faciliter l'accès à des ressources. Parce que je parle pour la SEV, tout le travail accompli est entièrement bénévole. Et le bénévolat, évidemment, est intéressant, mais aussi limite. Alors, on a même fait certaines offres de services lorsque le travail était un peu plus intense. Alors, juste remarque que la Ville devrait être un peu ouverte à recevoir des offres de services lorsque requis là, par les partenaires. Alors, également, point 10, tout simplement, extrêmement intéressant de voir un projet pilote. Puis je l'augmenterai un peu, le projet pilote. Je vais vous donner un exemple. Dans un endroit qui est désigné un très grand secteur d'îlot de chaleur, le secteur École Carillon, on a un parc qui n'a aucun arbre, parfaitement nu, une très grande cour d'école. Et derrière, on a un commerce de concessionnaire automobile qui est très grand au niveau de l'asphalte. Alors, je donne un exemple, on pourrait même pas se limiter aux écoles, pas se limiter aux endroits municipaux, mais peut-être faire un projet conjoint, et ça serait un beau défi. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres... C'est bon? Est-ce que M. Demers, Mme Bilodeau, vous... D'une part, je voulais réagir là, à la fameuse recommandation d'avoir un 330-300. Il faut se rappeler comme quoi que c'est généralement une espèce de balise qui est utilisée dans plusieurs municipalités dans leur plan de foresterie urbaine ou un plan d'action pour les politiques de l'arbre de verdissement. Puis c'est toujours vu comme une norme minimale qu'on veut conserver. Donc, l'idée n'est pas de dire on se limite à 30 par exemple, de canopée. Donc, soyez rassurés, nous autres aussi, on va avoir un œil ouvert de ce côté-là. On ne voudrait pas que Sherbrooke ou quelques municipalités que ce soit délaissent, parce que je pense que le principe à la base qu'on veut tous atteindre, c'est conserver nos acquis d'abord et avant tout, puis après ça, aller les bonifier pour augmenter là où on a des points faibles. L'autre chose, moi, j'attends grandement l'annonce ou le lancement de l'Alliance Canopée. Je pense que c'est un des éléments vraiment structurants de ce plan d'action-là qui va nous permettre ensemble, à Sherbrooke, les partenaires, de pouvoir travailler de concert, de pouvoir s'organiser et s'orchestrer. Donc, une fois que vous serez prêts à faire l'annonce officiellement, on va être là certainement. On va répondre à l'appel. Et puis, parmi les actions qui sont aussi mentionnées, je voulais juste souligner comme quoi qu'il y en a qui ont déjà eu des amorces. Donc, on ne part pas de zéro, il y a des choses qui ont déjà été faites. Je reviens avec, par exemple, la démarche Vente fraîcheur sur l'Est. Il y a eu différentes actions qui ont été faites dans l'Est de Sherbrooke. Il y a des approches, il y a déjà des consultations qui ont été faites auprès des commerçants. On a de la connaissance, on a des acquis sur lesquels on peut miser pour aller plus loin. Puis j'en profite, le 31 mai prochain, puis le 7 juin prochain, on organise 2 marches, des marches découvertes pour justement la démarche Vente fraîcheur. Alors, oh ben oui, je vous annonce ça. Donc, si jamais les citoyens sont intéressés à venir à ces marches découvertes-là, les citoyens sont les bienvenus. C'est des marches qui vont prendre à peu près 1h30 chacune. Merci. Voilà. Très belle invitation pour les marcheurs. Aller marcher avec le cru. Et voilà. Mais oui, tout à fait, l'Alliance Canopée. D'ailleurs, le nom est venu des partenaires. C'est vraiment une bonne idée. Moi, je me disais que ça serait intéressant aussi d'aller présenter, en fait, notre plan d'action. Tu sais, je pense à Rêve nourricier, à Action Saint-François, l'Université de Sherbrooke. Ben, l'Université de Sherbrooke a été impliquée dans nos ateliers, évidemment, pour l'aspect très scientifique, là. Mais tu sais, il y a aussi il y a vraiment tu sais, il y a un comité de mobilité de développement durable ou tu sais, ces choses-là. Puis il y a là aussi dans les cégeps. Fait que je pense que ça serait intéressant d'aller leur présenter puis tu sais, de les impliquer, les inviter à faire partie de notre alliance Canopée. Mais oui, c'est une action qui est très, très porteur et mobilisatrice. Moi aussi, j'avais quelques petits commentaires, en fait,
On revient en fait des assises de l'UMQ qui tenaient la semaine dernière. Puis on a eu la chance en fait parce que tu sais, à Sherbrooke, oui, il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en branle un peu partout. Il y a des actions de plantation, de verdissement, de déminéralisation, une mobilisation aussi très, très engagée des citoyens et des organismes. Puis il y a aussi plein de belles choses qui sont à l'extérieur partout au Québec. Puis j'avais noté le cas de Nicolette. En fait, pour l'action, je pense que en fait, ce sont 3 villes qui sont sur un projet pilote. Mais pour l'action numéro 7, s'appuyer sur des outils cartographiques interactifs. Eux, ils ont développé avec le logiciel Esri, en fait. C'est comme des drones. Puis ça coûte juste 6 000 Puis en fait, ils viennent en temps assez régulièrement. Ils ont une cartographie de la canopée, mais aussi des essences présentes sur le territoire. Puis on dit que, tu sais, là, c'est sûr que je ne suis pas allée loin dans mon niveau de connaissance, là, mais je pense que ça serait un bon, un bon partenaire à aller voir pour qu'est-ce qu'ils ont mis en place, en fait, avec ce lien-là. Mais ils disent qu'en temps réel, ils ont vraiment tu sais, c'est ça, la cartographie de ce qui est présent sur. Puis ils peuvent vraiment constater l'évolution aussi de la canopée. Fait que c'est intéressant. Après ça, moi, j'avais aussi le souci pour l'action 8 des aménagements comestibles parce que, tu sais, c'est dans nos impacts sociaux. Impacts sociaux, en fait, d'avoir des forêts nourricières. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, donc il faut intégrer dans nos actions de plantation, de verdissement. Euh, Après ça, pour l'action 10, ben, en fait, un bon coup puis un mauvais coup, là, il y avait un projet de verdissement sur la King S qui a plus ou moins bien fonctionné dans les dernières années, mais qu'on pourrait aller s'inspirer pour, justement, quoi ne pas faire, quoi faire, etc. Puis, en parallèle, on a vu, justement, aux assises, encore une fois, la ville de Quaticook qui a vraiment eu une meilleure mobilisation des commerces dans ses actions de plantation sur la rue principale. Fait que peut-être aller voir ce qu'ils ont fait pour que ça fonctionne. Puis, dernier commentaire, c'était pour la 11. En fait, on parle de pépinière communautaire. Je trouve que l'idée est excellente, mais on a parlé aussi de végétaux. Ça veut-tu dire on pourrait inclure en fait l'idée d'avoir une serre communautaire plutôt que. Tu sais, pépinière, pour moi, c'est les arbres, mais on voudrait inclure un petit peu plus. Puis, parce que je repensais aussi aux Amis de la Terre qui nous ont fait des demandes d'avoir des espaces pour les semis, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait inclure dans cette initiative-là? On peut répondre, mais c'est sûr que tu sais, dans l'étude de faisabilité, c'est une option qu'on pourrait considérer. Là. Ça vient avec des coûts plus importants, mais c'est ça à réfléchir. Là. On prend note. Donc, c'est ça, volet pépinière, volet serre, si jamais ça peut s'inclure dans le même Mhm. projet, Ben ça oui. pourrait être intéressant. Ça fait le tour, je pense, des commentaires, questions. J'ai pas d'autres mains. Ah, ben, Madame Laroche, c'est pas une vieille main. Non, c'est pas une vieille main, mais c'est juste pour réagir à ça. Il y aurait certainement un lien à faire avec les porteurs du PDCN, qui va être aussi présenté cet après-midi, là, notre plan de développement des communautés nourricières, parce qu'il y a une action qui vise ça. Fait que peut-être qu'en faisant une étude de faisabilité, si on se parle avant, puis on fait le pont entre les deux, on pourrait voir s'il y a des possibles de jumelage, parce que au niveau du PDCN aussi, il y avait ce besoin-là d'avoir un espace disponible. Fait que peut-être que les deux projets peuvent se mixer. Oui, puis je pensais aussi que les partenaires du PDCN, il y a un lien avec notre alliance Canopée, l'aspect nourricier. Donc, oui, tout à fait, un arrimage à faire. Donc, je pense qu'on peut poursuivre pour la deuxième stratégie. Donc, la deuxième stratégie, la stratégie réglementaire, toutes les actions de cette stratégie sont prévues pour 2026, donc en arrimage avec le plan d'urbanisme. La stratégie réglementaire, dans la première mesure, comporte des actions visant à conserver la forêt urbaine existante. Donc, l'action 12, c'est de créer une mesure d'écofiscalité visant la conservation de la forêt urbaine. Donc, c'est l'action phare de la stratégie. Elle sera présentée en détail plus loin. L'action 13, c'est de réviser les mesures concernant les permis d'abattage en milieu urbain. Notamment, on veut mieux encadrer les pratiques d'élagage, puis on veut aller favoriser autant que possible la conservation des arbres de grand calibre qui sont très durs à remplacer là, au niveau des services qu'ils rendent. À l'action 14,
on veut augmenter les pénalités relatives aux abattages illégaux, puis aller réviser les exigences de remise en état après des abattages. Donc, deuxième mesure, des actions qui visent à aller bonifier la forêt urbaine puis verdir le territoire. L'action 15 est d'introduire un mécanisme de garantie pour les plantations dans les projets de construction et d'agrandissement. Donc, c'était un des enjeux qui était soulevé par les services puis les parties prenantes, que les arbres ne sont pas toujours plantés dans les nouveaux développements ou il peut y avoir des délais importants avant que ces arbres-là soient plantés. Puis, ce n'est pas toujours clair la responsabilité, là, si c'est constructeur ou le propriétaire. Donc, cette problématique-là, ça entraîne quand même des efforts importants au niveau des suivis de la part de notre service de permis inspection, au niveau de l'équipe des permis inspection. Donc, la retenue d'un montant au permis de construction, tant que les travaux de plantation ne sont pas complétés, permettrait d'aller répondre à cette forme de désertage de la plantation des arbres. Dans l'action 16, on veut aller réviser les normes minimales de plantation. Donc, une partie a déjà été réalisée en lien avec le plan nature pour l'exigence de 30 % dans les nouvelles constructions résidentielles. Puis, on aimerait également y intégrer des exigences au niveau de la biodiversité pour s'assurer d'avoir une forêt urbaine qui reste résiliente. En complémentarité, dans l'action 17, on recommande d'introduire un coefficient de biotope, qui est une mesure qui est également appelée facteur de résilience climatique. Donc, j'explique c'est quoi. C'est un outil réglementaire qui est vraiment un catalyseur de densification verte. Donc, l'idée, c'est qu'on sait qu'il y a certains cas où c'est difficile d'aller introduire le 30 % de canopée. Exemple, qu'on est dans un secteur où les bâtiments ont une emprise vraiment importante sur les terrains, dans des zones de requalification importantes. Après, cet outil-là nous permet, avec un système de pointage puis une note de passage, d'assurer l'intégration de surfaces éco-aménagées dans le projet. Donc là, on inclut dans le calcul pas juste les arbres, mais toutes les infrastructures vertes. Ça peut être les toits verts, les murs végétalisés, les jardins d'eau, etc. On tient même compte de la profondeur des fosses de plantation puis d'aspects comme ça. Puis bon, ça permet d'aller maintenir finalement des services écologiques lorsque l'espace est vraiment plus limité. C'est une approche qui a émergé là, en Europe et qui commence à s'intégrer peu à peu dans les municipalités du Québec. Donc, on s'entend que ça serait vraiment juste dans certains secteurs spécifiques là, que ce serait pertinent d'introduire cette mesure-là. À l'action 18, on a révisé les normes pour aller favoriser la survie des arbres et des végétaux. Donc, par exemple, on sait que l'épaisseur minimale des sols arables dans certains projets n'est pas suffisante pour assurer la survie des arbres à long terme. Donc, on pourrait définir une épaisseur qui est minimale qui est plus élevée. Puis, il y a également réviser les normes au niveau de la protection des arbres lors des travaux. Là, on en a déjà, mais ça serait de les réviser. Pardon. Puis finalement, la dernière mesure dans notre stratégie réglementaire, c'est de réduire les îlots de chaleur. Donc, il est recommandé d'aller réviser nos normes minimales d'aménagement des aires de stationnement, qui pour l'instant s'appliquent juste sur les, sur les stationnements de 40 cases et plus. Puis également d'aller évaluer la faisabilité d'introduire une mesure écofiscale sur les surfaces minéralisées, donc une mesure qui est déjà en cours d'analyse depuis un certain temps. Donc, l'action forte de la stratégie est de créer une mesure écofiscale visant le maintien de la canopée existante. Donc, l'idée, c'est qu'à travers un permis d'abattage, puis une surface de déboisement ou d'abattage qui est déterminée, il y a un montant au mètre carré qui est versé à un fonds dédié. Donc, si on travaille avec un règlement de redevance, on a cet avantage-là de pouvoir dire à quoi vont être attribués les fonds où il va y avoir une accumulation suite aux abattages. Donc, on pourrait aller le dédier dans ce cas-ci à la protection, donc à l'acquisition de milieux naturels, puis à des plantations. Donc, ça pourrait être à travers notre programme de verdissement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est tout. Là. Oui, il y a aussi un autre élément. Bon, il faut quand même, dans les paramètres de la mesure, s'assurer que c'est suffisamment dissuasif là, pour favoriser la conservation des boisés, mais on ne veut pas non plus que ça représente un fardeau trop important pour les demandeurs. Donc, dans, mettons, le montant qui est demandé au mètre carré, il faudra penser à l'ajuster pour ces deux réalités-là. Donc, c'est la fin de cette partie-là. Là, je vais prendre les questions sur la stratégie réglementaire.
3 villes. Je me rappelle parce que c'est Nicolette qui était présentée, mais ils sont en train de développer une mesure d'éco-fiscalité sur la canopée, puis aussi sur les surfaces minéralisées qu'eux, ils appellent non végétales. Fait que je ne sais pas, il disait qu'il y avait vraiment une différence dans l'application de dire minéralisé versus non végétal. En tout cas, ça serait à aller voir pour s'en inspirer. Voilà, Madame Boileau. C'est intéressant ce que vous dites. Je me disais que il faudrait vraiment que ce soit clairement écrit, parce que là, dans Action phare, là, cette page-là, où je ne sais pas dès le début, de dire que vraiment, clairement, notre premier objectif, c'est de limiter la coupe. Que ce soit vraiment comme nous, c'est ça qu'on veut. Puis après ça, le règlement sur la redevance, ça m'inquiète un petit peu parce que on le voit que les gros promoteurs, ils ont juste à. C'est beaucoup plus facile pour eux de juste avancer les fonds, puis après ça, c'est ça, ils vont pouvoir couper comme ils veulent. Fait que je me disais peut-être que si on met d'autres critères plus dissuasifs à la coupe, là, par exemple, sur la capture du carbone ou sur le remplacement du service écologique rendu, plutôt que juste financièrement, là, ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant, que même les plus petits entrepreneurs pourraient quand même, ce ne serait pas trop exigeant pour eux, mais que ça limiterait un peu les plus gros entrepreneurs. C'est juste avec des moyens financiers qu'on peut couper plus facilement, disons. Là. Puis la dernière chose, j'aimerais ça aussi qu'on mette peut-être un peu plus de l'avant l'agriculture urbaine. J'ai entendu Mme Belrose tantôt parler de serre et tout ça, là, mais l'agriculture urbaine, là, parce qu'il y a des endroits où les arbres, c'est sûr qu'on en veut des arbres, ça c'est clair. Mais il y a des fois, peut-être parce que c'est trop ombragé ou parce que bon, le sol, ou peu importe, je suis pas. Je n'ai pas énormément de connaissances au niveau de plantation d'arbres et de végétaux, mais il y a sûrement des endroits où c'est plus facile de planter, de faire des petits potagers ou en tout cas de l'agriculture urbaine plutôt que des gros arbres. Donc, un peu tout ça. Là. Voilà, merci. Merci beaucoup. En lien avec la coupe d'arbres, c'est sûr qu'on compte sur une série de mesures, en fait, qui vont dissuader autant, c'est ça, augmenter le coût des permis d'abattage d'arbres, mais avoir une mesure éco-fiscale, avoir des outils, travailler avec le 330-300, avec un cadre normatif. Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'ensemble de ces mesures-là qui vont faire une différence, en fait, dans nos manières de construire. Ensuite, là, j'ai 3 autres mains levées. Donc, M. Deneau. Merci beaucoup, Mme la Présidente. En lien avec les mesures d'éco-fiscalité, moi, je pense que c'est un incontournable. Si on prend juste l'ensemble des déboisements qui sont faits sur le territoire de Sherbrooke au cours des 10 dernières années, on aurait pu récolter des sommes d'argent pour justement mettre en valeur d'autres secteurs. C'est sûr que, comme a été dit par quelques intervenants, dans certains secteurs, c'est plus difficile, mais je pense qu'il va falloir regarder aussi dans les secteurs à haute densité, tout ça, il y a d'autres mesures. On parle de toiture verte, ces choses-là. Donc, il faut être créatif, mais pour être créatif, ça prend les moyens. Et je pense que quand on parle de moyens et de mettre en place des systèmes de redevances, il ne faut pas prendre en exemple les redevances pour les milieux humides et qui sont vraiment sous... si on regarde les montants de compensation versus les dommages causés, c'est vraiment pas ridicule, mais minime comme compensation. Et quand dans l'énoncé, on dit affecter le montant perçu par cette redevance à un fonds dédié au verdissement et l'acquisition de milieux naturels. Et moi, je pourrais dire aussi de maintien de milieux naturels. On a quand même des maintiens d'actifs qui sont colossales actuellement. On a les gens du regroupement du Bois-Béquette, M. Claude Saint-Mars en fait partie. Je pense que si on regarde l'ensemble de la vision de développement, ça va prendre quand même aussi des sommes d'argent. La ferme Rougeau, on a d'autres, puis Boisé à Scott. Donc, à partir du moment qu'il arrive un projet, puis je ne veux pas le nommer aucun, mais je pense qu'on peut tout imaginer plusieurs, que si on aurait eu des sommes d'argent pour le déboisement qui a été fait, l'acceptabilité sociale aurait été peut-être plus facile pour certains, puis entre autres, pour
pour certains membres du conseil, dont moi inclusivement. Merci. Merci. Tout ce qui est stratégie. Mais sinon, ce qui est très intéressant, parce que tu sais, quand on parle d'entretien puis de mesures pour garantir, c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait plus de visites de terrain. Ça serait intéressant que les pénalités puissent, par exemple, payer la ressource humaine, tu sais, plus d'inspecteurs sur le terrain, parce que tu sais, ça, c'est sûr que quand on va être plus rigoureux dans l'application de nos normes, on n'a pas le choix d'avoir des gens aussi qui travaillent, notamment nos patrouilles. Donc, on serait rendu à M. Charon. Oui, merci. Dans les actions, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on va avoir besoin de plus d'inspecteurs ou plus de temps d'inspecteurs ou plus de terrain ou bien le projet de drone que vous avez ou quoi que ce soit. Autrement dit, il va falloir investir, il va falloir mettre du temps. Puis je regarde dans la différence entre la théorie et la pratique. Tu sais, quand c'est sur le terrain, puis tu as des situations, ça demande du temps d'inspecteur, ça demande du temps pour analyser ces choses-là. Puis là, je regarde les contraintes qu'on a en ce moment. Autrement dit, nos inspecteurs, oui, ils débordent tout le temps. Donc, il faudrait trouver un moyen peut-être pour contrer ça. C'est soit qu'on emmène un inspecteur au bureau de l'environnement ou je ne sais pas si c'est légalement faisable parce que ça prend quand même des pouvoirs à ces inspecteurs-là. Puis, tu sais, il y a peut-être d'autres façons de le faire aussi. On peut peut-être déléguer à l'externe, sous-contracter ou je ne sais pas. Il faudrait peut-être regarder cet aspect-là parce que c'est toujours... on est toujours confronté à nos budgets. Puis ça va être questionné sur un moment donné. Ça va faire partie de l'analyse, comme je disais, peut-être la patrouille, nouvelle patrouille, je ne sais pas, mais ça va être c'est sûr que ça va nous prendre plus de... Mais il faut qu'il y ait des pouvoirs, hein, c'est ça. Mais tu sais, avec nos patrouilles, on arrive quand même à faire des évaluations terrain, puis après ça, ben, ça se rend au service juridique, en fait, puis il y a des amendes qui sont... Je pense que l'algorithme grossir, il faut faire grossir notre implication. Parfait. Donc, j'aurais Mme Laroche, puis ensuite M. Cinq-Mars. Oui, merci. Bien, là, il y en a plusieurs qui ont comparé un petit peu la partie redevance, là, la mesure d'éco-fiscalité, la partie redevance un peu au règlement, à la permission de détruire des milieux humides en contrepartie de financement. Mais moi, je le voyais, puis je veux juste être rassurée, là, je le voyais vraiment comme notre minimum s'applique. Là. Ça, on n'a pas le choix. Ils doivent se soumettre à notre réglementation, mais c'est plus un incitatif pour dire pour ceux qui veulent aller plus loin, bien, comme il y a des redevances quand tu coupes, bien, si tu vas plus loin, tu as moins de redevances, mais ça n'extrait pas les gens du minimum réglementaire. C'est bien ce que j'ai compris quand on parle de cette redevance-là. On n'est pas en train de dire, vous pouvez couper, ils doivent maintenir le 20 exemple pour les grands projets ou tout ça, mais s'ils en coupent moins, bien, ça va leur coûter quand même moins cher. Donc, c'est plus un incitatif à en préserver davantage que notre minimum, c'est ça? Bien, c'est sûr qu'à ce stade-ci, elle est à développer, cette mesure éco-fiscale. Donc, on ne l'a pas détaillée. Ça va être dans une prochaine étape. On se dit que c'est une mesure à mettre en place, mais on viendra vraiment détailler c'est quoi les conditions. Bien, absolument. Bien, moi, en tout cas, en prévision des travaux, je pense que l'important, c'est de quand même se garantir que notre réglementation va être minimalement, va être respectée parce qu'on ne veut pas aller en dessous du minimum en créant des mesures comme ça parce qu'effectivement, ça rend très cynique un peu comment, en contrepartie d'argent, on peut détruire des milieux humides. Je pense qu'on ne voudrait pas vivre ça avec notre canopée, mais bon, on aura le temps de réfléchir à cette partie-là. Mais sinon, ben, c'est sûr que moi, je suis très, très contente de lire tout l'aspect au niveau des nouvelles constructions, introduire un mécanisme de garantie pour les plantations. Il y en a plein de secteurs qu'on voit que les minimums n'ont pas été respectés, puis ça crée vraiment des environnements qui sont très arides. Là. Je pense au carré belvédère, mais il y en a d'autres là, où on a vraiment des milieux qui sont peu végétalisés, puis que même à canopée, là, les arbres sont encore jeunes. On peut s'imaginer ça ne fera pas des endroits qu'on n'aura pas notre 30 %. Donc, d'introduire un mécanisme de garantie, pour moi, c'est vraiment intéressant. Même chose pour les normes minimales de plantation. Je sais qu'on a déjà un travail de fait, là, mais je pense que c'était minimal d'augmenter ça un peu parce qu'en ce moment, c'est minimal. Puis, j'aime beaucoup aussi le fait qu'on veut mettre des normes aussi pour favoriser la survie parce que c'est l'autre morceau aussi. On peut planter des arbres, mais des arbres qui ne sont pas plantés adéquatement ou on peut ne pas protéger les arbres, le fameux 20 % qu'on veut préserver dans les grands projets.
ben, si la bande tampon n'est pas assez protégée, si on ne fait pas attention aux arbres, on risque d'en perdre beaucoup. On le voit dans de nombreux projets. Donc, pour moi, là, c'est vraiment quand même la stratégie réglementaire un élément clé pour se donner des moyens. Effectivement, ça va venir avec des ressources, mais je pense que là, on pourrait être créatif pour voir à même nos mesures aussi comment on peut réinvestir pour s'assurer que sur le terrain, on a une bonne vigilance. Merci, Mme Laroche. Monsieur Saint-Max? Oui, dans l'exemple que vous me présentez là, où on voit qu'il y a de l'abattage qui a été consenti, de la préservation de l'existant et également un agrandissement par une plantation, extrêmement intéressant. Mais il y a une notion qui n'est pas... Est-ce qu'elle mérite d'être introduite? C'est l'accès public. Si on permet à un propriétaire d'avoir des redevances, une économie de taxes, par exemple, lorsqu'il agrandit un secteur en le boisant, est-ce que les gens qui sont dans le secteur et qui souffrent de chaleur vont avoir accès à ces endroits-là? C'est une question, en tout cas, je pense qu'on mérite de l'introduire. Sinon, ça va être juste un beau visuel qu'on va avoir sur le terrain. Alors, pour ça, il faudrait peut-être avoir une stratégie. Un projet pilote pourrait peut-être, ou des projets pilotes, pourraient peut-être répondre à ça. Puis quant à l'écofiscalité, certains pays européens utilisent l'autodéclaration. C'est-à-dire que les gens, plutôt qu'attendre qu'un inspecteur vienne chez eux et déclare qu'il y a 1,7 hectares d'espace vert qu'il a protégé, ils le déclarent. Ils ont l'économie fiscale et par la suite, il y a des vérifications qui peuvent se faire. C'est une idée comme ça. Ce qui est de l'accessibilité, c'est sûr que on ne pourra jamais obliger un propriétaire privé à donner accès à son terrain pour la population, mais c'est de là que le 300 dans le 330-300 est super important parce qu'en ce moment, on a construit beaucoup de quartiers où il n'y a pas de boisé ou d'îlot de fraîcheur à 300 mètres, que c'est des fois au kilomètre. Donc, c'est là, à mon avis, qu'on va travailler l'accessibilité, c'est en ajoutant des boisés à proximité des gens dans les différents quartiers, surtout le nouveau. En fait, on ne veut pas recréer les mêmes erreurs. Là. Donc, dans le nouveau bâti, d'ajouter le 330-300, ça va beaucoup nous aider. Puis que ça soit, comme on l'a dit, une norme minimale. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires. On peut y aller avec la troisième stratégie. Oui, M. Demers, désolé. Je veux juste réitérer, dans nos discussions, je pense que c'était bien ressorti. La priorisation, c'est conserver, protège. Après ça, on plante pour bonifier. Et la compensation, l'écofiscalité est vraiment le moyen final qu'on veut voir. C'est la dernière des solutions. Il faut que ce soit la solution la plus dissuasive de toutes les autres. Alors, tantôt, quand Mme Laroche mentionnait comme quoi qu'elle ne veut pas, elle ne voudrait pas voir, par exemple, de situations où est-ce qu'il y en a qui vont plutôt se prévaloir de cette option-là, puis qu'on va peut-être échapper nos standards, qu'on va avoir nos normes minimales. Aucune fois dans nos discussions, ça a été dans ce sens-là, et je pense qu'il faut le souligner, puis il faudra que la réglementation ait cette espèce de hiérarchie-là pour dire, ben il y a des actions à mettre d'abord, puis à la toute fin, là, vraiment, c'est la dernière des solutions. Et contrairement à la redevance pour les milieux humides, je pense qu'il est intéressant ici de souligner, c'est qu'on est dans un contexte très, très local, puis il faudra aussi que cette compensation-là, quand on la planifie, on se dit, OK, on n'a pas le choix, on a un développement et il y a de la compensation à faire. Où est-ce qu'on peut agir de façon à ce que ça vienne bénéficier à ceux où est-ce qu'on a déjà des lacunes? Par exemple, si on est dans un quartier où est-ce que on est à proximité d'un autre secteur qui, peut-être, on aurait une canopée juste de 20 mais c'est peut-être là qu'il faudra consentir nos efforts, principalement pour essayer de rehausser. Alors, c'est juste pour le souligner, mais c'est dans la stratégie. Pour moi, il faut absolument qu'il y ait cette hiérarchie qui soit maintenue là, au niveau des actions. Donc, la troisième stratégie, c'est la stratégie organisationnelle. Donc, la première mesure, c'est des actions qui visent à conserver la forêt urbaine existante. Donc, l'action 21 consiste à se doter d'un programme d'entretien préventif quinquennal pour l'entretien des arbres publics. Donc, on se le rappelle, là, un des engagements de la politique de l'arbre et du verdissement, c'était de favoriser la conservation des arbres existants à la plantation des nouveaux arbres. Là. Donc, on se le rappelle souvent, puis c'est important de se le rappeler toujours. Donc, il y a vraiment une importance d'aller mieux planifier l'entretien des arbres et dédier davantage de ressources pour se permettre de sécuriser des investissements qui ont été réalisés dans le passé lorsqu'on a planté ces arbres-là.
Donc, dans l'action 22, c'est vraiment dans le même ordre d'idée. Il sera important d'aller intégrer les arbres publics puis les infrastructures vertes à la planification puis à la gestion des actifs municipaux. Au niveau de l'action 23, on propose de mettre à jour le cadre d'inventaire d'arbres publics puis de réaliser davantage d'évaluations phytosanitaires pour augmenter les détections de maladies d'insectes nuisibles qui pourraient menacer notre forêt urbaine. Puis finalement, à l'action 24, on propose d'intégrer des critères sociaux dans la stratégie d'acquisition des milieux naturels. Ça, en arrimage avec la stratégie là, liée au plan nature. Donc, ce qu'on voyait là, dans le plan nature, les milieux d'intérêt qui étaient identifiés, c'était beaucoup en raison de critères écologiques. Donc, c'était des milieux de grande taille avec des espèces désignées, des cours d'eau, des milieux humides. Mais en milieu urbain, on sait que c'est des petits boisés de proximité qui ont des usages, qui ont une présence de mobilisation qui sont connus par la population. Ces boisés-là qui ont un intérêt à protéger. Donc, il faut le considérer lorsqu'on priorise l'acquisition. La seconde mesure de la stratégie est de verdir et déminéraliser les terrains publics. Donc, notamment avec l'action 25 qui consiste à contribuer à la cible de 10 000 arbres par la plantation d'arbres dans les emprises, dans les parcs. Donc, c'est l'action phare que je vous détaillerai plus loin. Au niveau de l'action 26, on propose de transformer des espaces minéralisés municipaux en infrastructures vertes. Donc, ça passe entre autres à travers la déminéralisation. Puis à l'action 27, on propose de s'insérer dans le futur guide d'aménagement de la chaussée pour mieux définir la place occupée par les arbres puis les espaces végétalisés au niveau des rues. Donc, la dernière mesure de la stratégie organisationnelle, c'est d'acquérir des connaissances. On veut continuer à innover dans nos pratiques municipales. On a besoin de connaissances de notre territoire pour aller prioriser l'intervention. Donc, l'action 28 consiste à effectuer une analyse multicritère qui permettrait d'aller prioriser les espaces potentiels de verdissement en fonction des retombées sociales. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail plus loin. À l'action 29, on veut identifier des axes ou des corridors de verdissement qui sont alignés avec nos corridors de connectivité écologique ou avec notre réseau de mobilité active. Comme ça, le verdissement, la plantation d'arbres aurait des fonctions multiples. Ça contribuerait à la connectivité écologique, puis ça contribuerait aussi à sécuriser notre réseau cyclable, par exemple. À l'action 30, on propose d'aller évaluer la valeur financière des services écologiques associés à la forêt urbaine publique. Donc, ça serait une information très intéressante qui pourrait servir d'outil d'aide à la décision. Puis, ça serait également précieux pour mieux vulgariser puis mettre de l'avant la valeur réelle des arbres à nos différentes parties prenantes. Finalement, à l'action 31, il faudra en fin de démarche réaliser un bilan de la mise en œuvre du plan d'action, puis mesurer l'évolution de notre indice de canopée pour voir l'effet des différentes mesures et actions qui ont été mises en œuvre. Donc, l'action forte de la stratégie, c'est de contribuer à la cible de plantation de 10 000 arbres. Donc, les arbres seront plantés dans les emprises et dans les parcs municipaux selon le principe du bon arbre au bon endroit. On veut favoriser la coexistence des arbres avec nos infrastructures. On voudrait s'appuyer sur une analyse multicritère pour aller prioriser les espaces potentiels de plantation sur la base des retombées sociales. Donc là, on a déjà débuté certains éléments de cette analyse multicritère-là. On s'appuie sur des critères qui ont été identifiés lors des ateliers du diagnostic participatif avec nos partenaires où différentes parties prenantes communautaires, santé publique avaient été invitées à identifier des secteurs prioritaires, des usages qui pourraient être importants. Donc, l'ensemble de ces éléments-là vont être superposés pour aller identifier ça serait où on aurait des impacts plus importants. Puis, c'est sûr que ça reste un outil cartographique qui est complémentaire à des connaissances du territoire par des parties prenantes et des intervenants. Donc, ça ne va pas le remplacer non plus. Donc, encore une fois, l'axe vision, maximiser les retombées sociales sera mis de l'avant. Par exemple, lorsque ce sera possible, on va inviter la population à participer aux efforts de verdissement. Puis on pourra réaliser des aménagements comestibles lorsque les bonnes conditions sont rencontrées. Par exemple, on veut éviter d'avoir des sols contaminés ou on veut s'assurer qu'il y a une présence de mobilisation citoyenne qui va aller encadrer l'entretien puis la récolte de ces éléments-là, puisque c'est quand même des entretiens qui sont beaucoup plus importants que pour des plantations d'arbres réguliers.
Donc, je vais prendre les questions avant de passer la parole à Chantal. Merci. On s'entend que c'est la stratégie, le niveau organisationnel qui est le plus potentiellement coûteuse, mais qu'il va falloir compter sur des subventions. Là. On peut penser au Fonds vert municipal de la FCM, au programme ATCL qui aura éventuellement son projet adaptation au changement climatique. Mais je voulais ramener l'information parce qu'on l'a dans le plan d'action, dans le document papier. 10 000 arbres, potentiellement, ça augmenterait de 1 notre canopée urbaine. Donc, on pourrait passer de 42 à 43. Donc, ça, c'est juste la plantation ville, finalement, 10 000 arbres. Puis, ça vient capter 2000 tonnes de CO2. Donc, c'est quand même énorme. Là. Puis, au niveau des eaux de chaleur, les 200 cases de stationnement qu'on a ciblés, 3000 mètres carrés, parce que moi, je trouvais ça vraiment impressionnant. Là. On disait une trentaine de projets comme sous les pavés, mais c'est plus de 1,5 million de litres d'eau pluviale détournée des égouts. Sachant qu'on a un petit problème au niveau des infrastructures urbaines souterraines. Donc, en tout cas, je me disais, c'est quand même une statistique super importante qui dit, ben oui, c'est des mesures qui vont probablement être coûteuses, qu'on va avoir besoin de subventions, mais qui vont avoir un impact sur d'autres infrastructures. Donc, je voulais quand même le nommer parce que c'est dans le document, puis c'est c'est ça, des statistiques importantes. Donc, pour les questions, commentaires, j'ai M. Deneau. Justement, en lien avec votre commentaire sur la pression financière, parce que M. Drouin, vous êtes là, que vous entendez tout ça, là, je présume qu'il va y avoir une commande d'effectifs additionnels significatifs si on va de l'avant, puis on essaie de mettre ça en place. Et il y a quand même des exemples qui ont été faits auparavant, puis je pense on peut prendre exemple sur le boulevard Lyonnais-Groulx, où est le fameux IGA qu'ils sont en train de bâtir, puis le dentiste. La partie de l'emprise de la ville est la responsabilité du propriétaire voisin, qui fait en sorte que c'est lui qui doit s'assurer des aménagements, la plantation, qui fait en sorte que ça enlève une pression à la ville. Moi, je pense que dans les emprises publiques, comment un citoyen plante un arbre, puis c'est nous autres qui sont obligés d'aller le couper et l'entretenir. Moi, je pense qu'il y a un transfert ou juste de recentrer les responsabilités de chacun qui fait en sorte que l'organisation municipale va vraiment s'occuper des travaux municipaux qui sont initiés par la ville et de demander à les gens qui ont pris l'initiative de planter un arbre en dessous d'une ligne électrique, par exemple. C'est à eux de l'assumer, cette responsabilité-là, parce que c'est quand même colossal comme travail. Puis on le voit là, il y a certaines actions qu'on voit des signes de dollars en 1, 2 puis 3, c'est quand même significatif comme montant. Moi, je pense que on le fait pour certains projets. Je pense que c'est sûr, c'est difficile de revenir à l'arrière, mais je pense que sur des prochains projet d'ouverture de rue, quand une personne acquiert une propriété, elle sait que si elle met quelque chose dans l'emprise de la rue, elle en vient responsable, puis c'est elle à l'entretenir. Puis aussi, s'il y a des dommages qui sont subis, c'est elle. Puis on a encore des exemples qu'on échangeait en lien avec la rue Simard. Puis le dernier point, Madame la Présidente, c'est réaliser un bilan de la mise en œuvre du plan d'action et mesurer l'évolution de l'indice de canopée. Il manque un mot qui serait important, réaliser un bilan annuel. Parce que là, je pense que c'est à partir du moment que, excusez-moi l'anglicisme, on a un roadmap, on a un plan, mais dire, ben, voici qu'est-ce qui marche, mais pas attendre à l'an 9 pour dire, ben là, on va passer à côté de l'objectif. Je pense qu'on est tous favorables à la mise en place, puis aussi, il va falloir que les deniers publics suivent aussi les engagements, c'est-à-dire que je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer que la réalisation soit faite, un bilan annuel soit déposé au conseil ou à la commission, dépendant de l'instance qui va exister à l'époque, dans le futur. Je pense que M. Drouin, je le vois, il me semble qu'il veut répondre. Pour le bilan, je pense que c'est un bon point. En fait, dans la plupart de nos plans, je pense au plan de gestion de matières résiduelles, on fait un bilan annuellement en commission souvent. Puis après ça, ben, selon les besoins financiers avec les différentes mesures, on présente ça au conseil. Là, mais oui, je pense que ça peut être ouais, on pourrait l'ajouter. Puis ben, je vous laisse la parole, M. Drouin.
Oui, juste apporter quelques précisions là, pour ce qui est des nouveaux développements. C'est le promoteur ou le citoyen qui est responsable de planter l'arbre. La ville, on vérifie est-ce qu'on accepte l'arbre parce qu'après ça, on en prend en charge. Donc, s'il est déjà mort, on demande au promoteur de le remplacer. Par la suite, si on, par exemple, hypothétiquement, on transfère la responsabilité au citoyen, l'arbre, il nous appartient quand même. Donc, le citoyen est en charge de l'entretien. L'arbre tombe sur la voiture, on pourrait être tenu responsable quand même de l'arbre. Donc, on devient responsable de des biens d'où on ne fait pas l'entretien. Donc, c'est pour ça que la majorité des municipalités font l'entretien des arbres municipales, donc parce que c'est les leurs. Puis aussi, il y a une certaine ville, je ne me rappelle plus du nom, qui ont fait ce changement-là. Ça a été une baisse drastique et catastrophique de la canopée parce qu'il y a beaucoup d'arbres qu'on refuse l'abattage, qu'on fait l'entretien, qu'on s'assure que la canopée reste en santé. Tandis que si on transfère la responsabilité, bon, on vient avec beaucoup moins de contrôle, puis on s'attarde beaucoup moins à chaque arbre. Puis il faudrait peut-être refaire des recherches là, sur c'était quelle municipalité, mais ils ont changé leur fusil d'épaule par la suite parce que ça a commencé à être très problématique pour la ville. Sur le long terme, il y avait Oui, exactement. Là. C'est sûr que quand c'est entretenu et la ville défend ses propres arbres, ses propres intérêts, ses propres biens, qui est sa valeur à elle, mais on s'assure un meilleur contrôle. OK, intéressant. Madame Laroche, en ligne? Oui, merci beaucoup. Bien, pour l'ensemble là, de ces actions-là, là, moi, je veux juste souligner à quel point on est en train de changer de paradigme puis que c'est positif pour moi parce que quand on parle d'intégrer, exemple, les arbres publics et les infrastructures vertes vraiment dans notre gestion des actifs, on est vraiment en train de reconnaître l'importance de notre canopée puis des infrastructures vertes, pardon, en temps où on sait que l'adaptation, la résilience face au changement climatique est primordiale. Fait que pour moi, là, c'est vraiment très porteur, l'ensemble de ces actions-là. Puis, on sait là, qu'on a des gros pas à faire au niveau de nos infrastructures vertes. Les pluies qu'on vient de vivre la fin de semaine dernière nous le démontrent. Il va falloir être plus ajuster nos façons de faire puis vraiment travailler différemment au niveau de notre gestion, entre autres, des eaux pluviales et autres. Puis je pense que c'est extrêmement en lien avec tout ce que je vois là dans les actions proposées. Puis je voulais juste souligner aussi que l'action 24 et 28, là, intégrer des critères sociaux ainsi que la grille d'analyse multicritère, pour moi, là, ça répond vraiment à des besoins que j'entends beaucoup. Puis je pense que ça a toujours été nommé, puis j'étais contente de l'entendre des membres de la commission puis des partenaires qu'il faut s'assurer aussi d'une équité sur le territoire. Il faut valoriser aussi les petits boisés. C'est plus difficile dans un outil comme un plan nature où là, on regarde vraiment les critères écologiques, mais de se dire qu'on va aussi prioriser des acquisitions dans des petits boisés qui sont peut-être écologiquement moins de valeur, mais qui, au niveau social et au niveau de l'équité aussi, vont être très importants à préserver. Là. Fait que moi, je pense que ça va aussi répondre à beaucoup de besoins de la population que j'entends, puis que ça va nous permettre d'atteindre l'équité. Alors, bravo, moi, toute cette catégorie-là d'action, oui, ça demande un peu plus de fonds, il va falloir être vigilant, il va falloir être proactif sur les subventions et tout, mais je pense que c'est porteur et que c'est un beau changement de cap qu'on doit prendre en ce moment. C'est vraiment complémentaire au plan nature. Puis moi aussi, j'ai hâte de voir une ligne dans l'étude budgétaire, là, dans le plan quinquennal des mobilisations qui va être nos petits actifs naturels, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, mais ça va être vraiment intéressant. Est-ce que oui, M. Demers? Oui, deux commentaires. D'une part, concernant le dernier point ici qui nous est présenté, réaliser des aménagements comestibles si les conditions favorables se présentent. J'aimerais juste rappeler comme quoi que dans les aménagements comestibles, ce n'est pas nécessairement des aménagements comestibles pour les humains. C'est-à-dire qu'on peut faire des îlots de biodiversité qui vont répondre aux besoins davantage de la petite faune, donc des oiseaux, des petits animaux. Il suffit d'aller au parc Édouard-Boudreau, d'ailleurs, quand on a fait le projet Vent de fraîcheur là-bas, on a fait 3 zones. Il y a le jardin communautaire qui existe. Ensuite, il y a un îlot qui est vraiment nourricier pour la population. On peut cueillir les fruits, on peut récolter ce qu'il y a là. Et enfin, il y a un îlot qui est vraiment un îlot de biodiversité qui a été conçu pour, par exemple, les pollinisateurs ou encore pour comme je le mentionnais, les petits animaux. Donc, on va retrouver des plantes, des végétaux qui produisent des fruits, qui produisent des noix, mais qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Donc, ça, c'est un aspect, je pense que c'est aussi à intégrer dans le concept
d'aménagement comestible, puis que même la population, quand elle fait quelque chose à la maison, elle peut réfléchir aussi de cette façon-là. Comment est-ce que je peux maintenir ou supporter la faune? D'autre part, l'autre point que je voulais mentionner, c'était au niveau de la plantation des 10 000 arbres. Dans certains secteurs, on a des parcs de quartier qui ont très peu d'arbres, voire pas d'arbres du tout. Je pense que ce sera des opportunités d'emmener des arbres à proximité de la population. Souvent, on a fait dans certains de ces espaces-là des aménagements qui étaient plus de type, je vais dire, on a voulu optimiser la croissance de l'arbre individuellement, alors que peut-être qu'on pourrait y aller davantage vers des formes de micro-forêts qui auraient des bénéfices et des co-bénéfices entre les arbres, puis des bénéfices plus grands pour la population, sans nécessairement augmenter la canopée, mais on pourrait aussi diminuer la pression au niveau de l'entretien, parce qu'on n'entretient pas un arbre qui est tout seul de la même façon qu'on peut entretenir un petit boisé comme ça. Donc là, je vois peut-être qu'il y a une réaction de l'autre côté. Je ne suis pas ça. Non, OK. Mais donc, c'est ça, c'est revoir aussi même l'usage qu'on a fait de certains de nos espaces dans les quartiers qui pourraient probablement nous amener à avoir des bénéfices encore plus grands. Voilà. La notion de parc éponge qu'on pourrait intégrer dans l'aménagement. On fait beaucoup des bassins de rétention, mais c'est beau ce qu'ils font avec les parcs éponges, notamment à Montréal, en tout cas dans les endroits très, très urbanisés. Là. Oui, M. Sagman. Oui, quelques petits points. En fait, 25, 26, 27, on parle beaucoup des terrains municipaux. Dans certains cas, lorsque les opportunités sont là, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi demander l'aide des institutions? Je reprends l'exemple du parc Saint-Boniface. Très facile d'augmenter le canopé dans le parc. Juste à côté, il y a un immense cours d'asphalte scolaire. Il serait sûrement facile d'avoir leur collaboration pour qu'une institution cède un peu de place à leur avantage d'avoir tout ça. Très heureux de l'introduction des critères sociaux. Quand on va investir cet automne 150 000 pour des sentiers au Bois-Beckett, je pense que les gens de la Raberdeen vont très peu bénéficier de cet investissement-là. Donc, les investissements futurs, on pourra les proportionner aux critères sociaux, ça m'apparaît important. Au niveau du financement, parfois les organismes on offre du financement. Par exemple, le fédéral va offrir du financement pour le côté nature que les villes n'ont pas accès pour toutes sortes de raisons. Exemple, l'an passé, Mme Brière nous suggérait de participer à un programme de financement des corridors écologiques autour de Beckett. C'était extrêmement intéressant. Mais quand on s'est mis à vouloir ouvrir le sac de bonbons fédéral, ça prenait des heures et des heures pour remplir une demande de subvention. Alors, peut-être que la Ville pourrait nous aider à bénéficier d'outils pour aller plus vite lorsque les autres paliers gouvernementaux offrent des subventions qui ne sont pas accessibles à la Ville. Et pour terminer, peut-être un peu plus général, protéger nos boisés de grande valeur écologique d'un développement qui viendrait adjacent à ces projets-là. L'exemple du boisé Fabi, où on a un boisé protégé, mais qu'on a vu, par exemple, le développement résidentiel aller s'appuyer entièrement sur le boisé. Est-ce que dans un nouveau développement, on ne pourrait pas prévoir ou penser que le 30 % de protection soit une zone tampon, par exemple, pour les nouveaux boisés de grande valeur écologique? Alors, pour ma part, ça va. Merci. Zone tampon. Après ça, il y a l'analyse. Dans l'analyse, il y a qu'est-ce qu'il y a de la plus grande valeur écologique, la connectivité. Fait qu'il y a plein de. Je pense que on a toute une grille, en fait, environnementale aussi. Donc, quand on développe, on va avoir tous ces outils-là pour nous aider à bien faire les choses. Je voulais rebondir sur l'Alliance Canopée, en fait, là, parce que vous dites souvent besoin de ressources, besoin d'outils, mais je pense que ça va être là la force de notre mobilisation, comment on va mettre les outils, compétences, financement en commun pour faire plus, en fait, avec ce qui est accessible, optimiser les subventions puis les ressources. Fait que c'est vraiment pour ça que c'est une action forte qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai Mme Desgagnés qui voudrait ajouter quelque chose. Est-ce que la petite lumière bleue est allumée sur le micro? Sur le bouton en avant. Voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup de me laisser prendre la parole. Moi aussi, je voulais souligner, j'étais très heureuse de voir l'action 24 sur les critères sociaux qui vont être considérés dans tout ce qu'on va faire au niveau du plan d'action.
L'autre chose, j'avais une question par rapport au budget. Est-ce que vous avez chiffré tout ce que ça veut dire? Il y avait des signes de dollars là, dans la colonne. Puis, c'était mentionné en bas, budget actuel. Est-ce que c'est inclus dans le budget actuel, ce que vous avez chiffré? Ou il va falloir aller augmenter, aller chercher les fonds nécessaires? Alors, ça, c'est une question. Et je voulais terminer avec ce que c'est que Claude a mentionné, parce que moi, c'est ça, j'ai une préoccupation du maintien de la forêt, de son intégrité pour un parc. L'exemple qui a été donné du boisé Fabi va se reproduire au boisé Ascot-Lennox ou à la partie nord du boisé du bois Beckett quand il va y avoir la construction. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un règlement ou quelque chose qui serait rattaché au boisé, au parc, à l'effet d'avoir une bande de protection pour les immeubles qui vont s'installer sur ces terrains-là adjacents au parc? Parce que moi, je le vois au boisé Fabi, il y a des arbres matures qui rendent des services écosystémiques dès maintenant. Et ça serait important qu'ils soient protégés et ça va apporter une valeur ajoutée de toute façon à ces propriétés-là, d'être en portion de boisé avec un fond de terrain. Un peu comme les milieux naturels qui sont protégés, les milieux humides, ils ont leur bande de transition. Moi, je pense que c'est aussi important de protéger les valeurs écosystémiques que nos forêts rendent maintenant, surtout avec le développement immobilier qui s'en vient dans ces secteurs-là. Alors, merci. Oui, tout à fait. Tout ce qui est milieu humide, ben, c'est beaucoup par le plan nature, en fait, que c'est protégé. Donc, on a un cadre normatif. Puis, tu sais, un milieu humide, par exemple, de grande valeur écologique, on ne peut pas détruire plus que 10. Puis, souvent, ils ont même aussi des aires de protection. Donc, c'est vraiment, puis quand on analyse un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus du cadre normatif, donc tout ce qui protège les milieux humides, les milieux boisés, tout ce qui a des grandes valeurs écologiques, ben, en plus, on a une grille environnementale. Donc, on travaille avec tous ces outils-là, le normatif, après ça, le discrétionnaire, pour s'assurer qu'on protège les bonnes choses, puis qu'on limite, en fait, toute destruction le plus qu'on peut. Complément. Juste pour dire également que la proximité avec un parc ou une aire de conservation existante est considérée là, dans les critères qui sont en développement, dans la grille d'analyse des développements avec les promoteurs. Donc, pour aller dans le sens de votre préoccupation. C'est comme notre critère de connectivité. Oui. Puis, pour ce qui est de la question sur le financement, tu sais, comme on a dit, on ne part pas de zéro. Il y a des choses qui sont déjà incluses, qui sont déjà en branle. On peut parler, par exemple, à l'entretien, tu sais, l'entretien de notre canopée. Il y a aussi des actions là-dedans qui sont à peu ou très ou pas de coût, en fait, tu sais, quand on parle d'ajouter une mesure réglementaire, tu sais, d'analyser tu sais, études de faisabilité. Après ça, mais on le voit, tu sais, je l'ai nommé tout à l'heure, là, mais la troisième stratégie là, organisationnelle, tu sais, les 10 000 arbres, les zones à verdir, à déminéraliser, c'est ça qui est le plus coûteux. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher des subventions pour réaliser ces gros projets-là. Parce que, tu sais, on peut, tu sais, au gros maximum, on parlait de 3,5 millions, par exemple, 10 000 arbres, là, si on y va juste comme ça, sans financement. Là. Fait que c'est ça. C'est des grosses sommes. Fait qu'on va avoir besoin de soutien financier d'autres paliers de gouvernement. On a une section sur le financement et donc Chantal va nous présenter ça. Aborder ça. Ah, il y avait peut-être un dernier commentaire. Ah, pardon. J'ai M. Charon puis Mme Lefebvre. Peut-être. Oui, ben, j'écoutais le commentaire que je trouve très pertinent de M. Demers, d'inclure la faune comme critère. Mais c'est parce qu'on a déjà quelque chose aussi qui aide, c'est notre projet de l'ARICEM, la protection du ciel étoilé, qui contribue aussi. Le style de luminaire qu'on met contribue aussi à bénéficier à la faune. Donc, il y a peut-être un arrimage, un bénéfice à aller chercher de travailler ensemble dans cette direction, en incluant peut-être pour faire chevaucher les deux règlements, parce qu'il y a un règlement déjà en place pour ça, mais c'est peut-être pas nécessairement pour l'environnement. Tu sais. Fait qu'il y a peut-être moyen de profiter de ça. Madame Lefebvre, en ligne? Oui, bonjour tout le monde. Ben, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais me contenter d'un petit complément. Ben, d'abord, je voulais féliciter tout le monde là, pour le travail puis l'implication de tous les partenaires. Je pense que c'est ambitieux comme plan d'action et j'ai hâte qu'on le mette en action.
parce que c'est effectivement un changement de paradigme et il va y avoir du travail pour l'implanter aussi, là. Donc, c'est vraiment super. Mais je voulais aussi vous remercier d'avoir saisi quand même l'occasion ce mois-ci de déjà faire une première action plutôt que d'attendre l'année prochaine, donc la plantation d'arbres de dimanche. Ça, c'est super. Mais quand vous parliez de 10 000 arbres à planter, effectivement, si on doit les acheter, c'est quelque chose, là. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi avec le ministère de la Faune et de la Forêt. Ils fournissent quand même beaucoup d'arbres, là. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être un arrimage à faire. C'est sûr que oui, ils sont petits, mais ça dépend, hein. Moi, ceux que j'ai reçus cette année, j'en ai 1000 là dans mon abri d'auto. Puis, ils ont quand même plus d'1 mètre. Donc, mais tu sais, pour la population, c'est quand même intéressant, là. C'est peut-être pas dans les parcs publics, mais c'est ça que je voulais savoir. Tu sais, quand vous dites 10 000 arbres, est-ce que c'est juste dans les espaces publics ou c'est aussi pour la population d'en planter? Est-ce que ça comprend ça? Et ben, merci aussi, Joanie, parce que ça faisait partie des remarques que j'avais de rappeler que effectivement, les Amis de la Terre, ils cherchaient aussi des endroits pour favoriser l'agriculture urbaine, parce qu'il suffit pas d'avoir les jardins, faut avoir des endroits pour les semis et tout ça. Donc, ça faisait partie des notes que j'avais pris aussi pour rappeler ça. Donc, je pense que quand on parle de pépinières communautaires ou de choses comme ça, il faut aussi penser à cet aspect-là, là, pour les citoyens. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que M. Blouin, vous vouliez... Oui, des petits compléments là, sur la plantation d'arbres puis l'objectif de 10 000 arbres. Donc, 10 000 arbres, c'est un objectif qu'on partage avec l'Alliance Canopée. On veut planter une grande partie de ces arbres-là dans l'emprise puis dans les parcs pour assurer la pérennité, mais le programme de verdissement, on tient compte des indicateurs de plantation d'arbres dans le programme de verdissement parce que le programme de verdissement va... Évidemment, il va y avoir des arbres qui vont être plantés, puis on va les comptabiliser, là. Fait que pour l'instant, on avait une balance là, qu'on avait réfléchi de 90 municipal, 10 dans le programme, mais tout ça, ça peut être redéfini avec l'Alliance là, en fonction des objectifs qu'on se fixe. Mais on trouvait ça important d'avoir un chiffre qui était commun parce que ça nous mobilise là, ensemble à se dire, OK, là, on en est rendu où par rapport à nos 10 milliards? C'est comment est-ce qu'on doit s'adapter là, en fonction du suivi de l'indicateur dans le temps. Puis, le coût de plantation va beaucoup diversifier en fonction de c'est quoi les types de projets. Si on plante des arbres de petit calibre dans un contexte de reboisement, c'est sûr que là, on peut atteindre des quantités importantes d'arbres avec moins de coûts. Après, ces arbres-là, ce pas des arbres qui vont être nécessairement situés dans des îlots de chaleur arrimés à la matrice urbaine, arrimés aux rues. Souvent, dans les rues, on veut des arbres de plus grand calibre. Fait que c'est de peser là, le poids, c'est quoi les bénéfices des arbres plantés versus le coût. Là. Puis souvent, les arbres qui coûtent le plus cher, ils ont plus de bénéfices associés directement parce qu'ils sont plus âgés. Fait que ça va tout être des choses à tenir en considération. Parfait. Puis j'imagine qu'on peut faire des demandes pour le plan climat aussi au niveau du financement. Il y a des arrimages à faire. Tout à fait. C'est comme je l'ai nommé tout à l'heure, le programme ATCL avec son volet. Ah, OK, c'est ça le nom du programme. J'ai pas un autre acronyme que je n'ai pas encore métabolisé. Ça va venir. Mais tantôt, Mme Belrose disait que c'était complémentaire au plan nature, mais c'est complémentaire au plan climat aussi, là. Complémentaire à beaucoup de plans. À toutes. Tout est dans tout. Merci. Mme Lefebvre. M. Dedeaux? Oui, justement, en lien avec l'échange qu'on a eu tout à l'heure, puis le commentaire M. Drouin, puis je pense que M. Drouin, sa vision est correcte s'il est appliqué de mur à mur. Puis je pense qu'il faudrait que ça soit communiqué à l'ensemble de l'organisation parce que vous vous lire un sommaire décisionnel, une petite phrase. Des surfaces végétalisées ont été bonifiées pour atteindre 33 dans un projet. Toutefois, si on tient compte du terrain municipal dont le propriétaire s'engage à planter et entretenir, le pourcentage grimpe à 40 Donc, quand on va atteindre un pourcentage d'espace vert, on a été ouvert à léguer la responsabilité de la plantation, de l'entretien à un promoteur. Donc, si on veut être cohérent, il va falloir ajuster justement notre réglementation puis les façons de faire sur l'ensemble du territoire. Mais on a droit tout à notre opinion, mais moi, je pense que quand on peut déléguer une responsabilité de ce genre, il faudrait que le Conseil se penche à savoir si
on le favorise ou non. Là. Puis si on le favorise, c'est pas juste quand que le projet manque un pourcentage d'espace vert qu'on va le favoriser. C'est de là qu'il faudrait statuer. Merci. On sera rendu. Oui, désolé, c'est parce que le commentaire de M. Deneau, je voyais un complément. On a parlé depuis le début de la présentation d'avoir le bon arbre au bon endroit, qu'il soit planté de la bonne façon. Et moi, ce que j'espère que l'on va voir, puis que les gens, il faut qu'ils soient conscients, le fait de planter un arbre, c'est pas juste je prends un arbre, je le sors de son pot et je le mets dans la terre. Il y a une façon de le planter, une façon de bien le faire pour assurer sa survie. Je pense que dans les outils qu'on va proposer à la population, là, il va falloir que ce soit clair de comment bien le faire, quitte à ce qu'on fasse peut-être des fois dans certains quartiers des accompagnements pour leur dire, ben là, cette année, on va travailler avec ce quartier-ci, puis voici comment on le fait. Puis là, ensemble, on peut aller de l'avant. Parce que sinon, ce qu'on risque de voir, c'est des arbres qui vont vivre, par exemple, 5, 6, peut-être 10 ans, puis au bout de 10 ans, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'être étouffés. Ils n'auront pas été capables de se développer correctement. Donc, il y a une façon de le faire. On va proposer des outils à la population, moi, je pense que c'est essentiel. Puis, dans les actions communes, travaillons ensemble pour pouvoir aller de l'avant avec la population pour bien le faire. Merci, formation, accompagnement. Alors, Mme Pelchat, c'est à vous. Donc, on va poursuivre le financement. Ça semble être le nerf pour la mise en œuvre du plan d'action. Donc, les coûts qu'on a estimés dans notre plan d'action, c'était pour s'assurer qu'on avait les ressources qui étaient nécessaires et qu'ils soient prévisibles aussi dans le temps et pour permettre de les intégrer aussi dans la planification budgétaire municipale qu'on doit faire annuellement. Donc, le plan d'action a également été pensé de façon à maximiser les leviers financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Donc, à cet effet, on a parlé de programmes de financement. On a fait une recherche des programmes de financement provinciaux, fédéraux, puis des fonds privés. Puis cette recherche-là a été faite aussi en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Ça nous a permis de sélectionner certaines actions qui avaient, en raison de l'existence de programmes de financement qui étaient disponibles. Aussi, on a quelques programmes, ça a été mentionné tout à l'heure, qui sont uniquement accessibles à des organismes. Puis, donc, ça nous encourage à développer une mise en œuvre collaborative qui est très importante pour maximiser justement les fonds qui sont disponibles et qui ne sont pas accessibles pour la ville. Puis, il est important de souligner aussi que cet engagement qu'on a avec l'Alliance Canopée ou nos partenaires, mais ça constitue aussi un critère pour bonifier nos demandes de financement auprès dans le cadre de certains programmes. Le plan d'action, vous allez le constater, plusieurs actions sont coûteuses, ça a été mentionné, surtout stratégie organisationnelle. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a un fort potentiel de financement qui peut atteindre jusqu'à 50% du budget total. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc, on a également... avant, je voulais nommer des exemples, de financement qui étaient accessibles. On a le programme Croissance pour la canopée de la collectivité canadienne, qui est le Fonds municipal vert, qui vient financer jusqu'à 50% des coûts de plantation d'arbres. Donc, ça, c'est intéressant, mais ça nécessite des organismes qui déposent et non pas la ville. Il y a le programme qui a été nommé aussi ATCL, qui est Accélérer la transition climatique locale, qui peut financer jusqu'à 80% des coûts liés à l'implantation d'infrastructures vertes, par exemple des activités de déminéralisation, mais à condition que le projet s'inscrive dans un plan d'adaptation au changement climatique. C'est la seconde phase qui va venir pour le plan climat. On a également les mesures d'écofiscalité qu'on a parlé dans le plan d'action, qui sont également des mesures qui peuvent constituer des leviers financiers importants pour la mise en œuvre de notre plan d'action. On a 2 mesures qui ont été identifiées, soit sur les surfaces minéralisées, qui pourraient générer des revenus annuels quand même intéressants. Je pense que dans les premières évaluations, on évaluait autour de 580 000 $ par année. Mais ça, c'est des chiffres très, très préliminaires, là. Mais on a également tout ce qui est la redevance qui est liée à l'abattage d'arbres. Donc, le financement qui pourrait être attribué serait en fonction du coût qu'on va mettre au mètre carré. Donc là, on n'a pas vraiment de chiffres à vous donner.
Mais ces mesures-là, comme on le mentionnait, ils pourraient être associées à un fonds dédié pour financer des actions de verdissement, des actions pour l'acquisition des milieux naturels, l'entretien des arbres et aussi des activités d'éducation et de sensibilisation. Donc, maintenant, au niveau budgétaire, ce qu'on vous donne dans ce tableau-ci, c'est qu'on ramène les estimations en fonction des stratégies et des mesures et on est venu mettre un budget annuel. Par contre, si on regarde l'ensemble du plan d'action sur une période de 5 ans, on a estimé un ordre de 6,5 millions de dollars. Puis on se rappelle si on serait peut-être en mesure d'aller financer 50 de ce budget total. Mais annuellement, si on y va stratégie par stratégie, la stratégie de mobilisation, c'est autour de 125 000 annuellement qu'on a estimé, mais qu'on a estimé 125 000 La stratégie réglementaire, on l'associe beaucoup à toute la stratégie qui est en train de se mettre en place avec le plan d'urbanisme. On a estimé que c'était beaucoup au niveau des ressources qui est déjà à l'interne, qui ne nécessitent pas à ce stade-ci des budgets supplémentaires. Par contre, on l'a mentionné, il y aura peut-être des budgets pour tout ce qui est inspection par la suite à prévoir pour avoir des ressources supplémentaires. Et la stratégie collaborative, c'est vraiment la plus coûteuse, est estimée à plus d'1 million de dollars. Ce sont les actions de verdissement, de plantation d'arbres dans le domaine public, ainsi que l'entretien de la forêt urbaine qui ont les impacts les plus significatifs sur le budget. Comme on peut le voir dans la dernière colonne, au niveau des sources de financement, on a plusieurs leviers financiers qui existent pour soutenir ces actions, puis ils nous permettent aussi d'atteindre nos 3 objectifs et nos cibles qu'on s'est fixés. Donc voilà, je laisse le mot de la fin à Mélanie. Donc, dans les étapes subséquentes, on en a parlé tout à l'heure, il y a notamment la plantation communautaire qui va avoir lieu dimanche prochain au Parc Belvédère dès 9 h. Donc, un bel événement vraiment rassembleur là, qui va donner un peu une impulsion à ce plan d'action. Donc, tous sont invités en grand nombre. Et évidemment, il faudra faire cheminer le plan d'action vers le conseil municipal pour une adoption. Suivant son adoption, je te rappelle, il y a quand même plusieurs actions qu'on a évoquées aussi tout à l'heure qui sont déjà en pré-démarrage, qui ont été amorcées. Mais une des actions prioritaires à mettre de l'avant sera le lancement de l'Alliance Canopée. Il y a aussi, dès 2025, l'intégration des arbres et des infrastructures vertes dans le programme de gestion des actifs de la ville, qui est en cours d'élaboration, des activités liées à la plantation pour atteindre justement le 10 000 arbres qui va se faire en continu et l'analyse multicritère aussi qui a été démarrée, qui pourra être complétée quand même à court terme. Donc, ça sont les principales actions à venir. Et il ne faut pas oublier aussi, là, on vient de parler de l'aspect budgétaire, là, donc on en profite pour réitérer qu'il sera vraiment important de pouvoir consolider un poste d'agent de projet pour pouvoir mettre en œuvre, garder, vous avez vu toute la liste des mesures, des actions à développer. Donc, ça va vraiment passer minimalement par la consolidation d'un poste à cet effet-là. Et en terminant, franchement, on réitère nos remerciements à tous les partenaires qui ont été engagés, je pense, de façon qui ont fait une grande différence dans l'élaboration puis le succès de la démarche. Donc, merci énormément de votre implication. Puis, le travail de qualité qui a été fait par les différents services, il y en a eu plusieurs de sollicités, mais notamment l'équipe des parcs qui sont ici avec nous aujourd'hui. Puis, féliciter l'équipe qui a piloté le projet, qui a fait vraiment un excellent travail avec M. Daniel Blouin et Chantal. Alors, on vous remercie. Merci beaucoup.
Oui, j'abonde dans le même sens. Là, sans vous, là, il y a toute une finesse de connaissances, de vécu terrain, de compétences aussi, de savoir-faire qui ne seraient pas intégrées. Puis après ça, ben, l'adoption du plan d'action vient aussi avec des lettres d'intention. Donc, ça aussi, on est vraiment content que tu sais, vous faites partie. Puis pour la suite, vous allez être impliqués à 100% dans la démarche. Donc, merci d'avoir été là puis de poursuivre jusqu'à la fin. Donc, là, il y a des mains levées, mais je lirai peut-être juste la résolution parce que dans le fond, il nous reste la résolution. Puis d'ailleurs, la, il va falloir la faire cheminer par voie rapide, encore une fois, parce que, bon, là, comme c'est notre dernière séance de commission, on ne va pas attendre l'adoption de notre procès verbal. Donc, chers membres, la résolution qu'on ferait cheminer par voie rapide est celle-ci. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté la politique de l'arbre et du verdissement le 4 février 2025, considérant que le plan d'action s'est appuyé sur plusieurs éléments, dont les engagements de la politique de l'arbre et du verdissement et différents constats issus du diagnostic participatif, d'ateliers municipaux, d'un atelier avec le groupe de partenaires, de la revue de littérature et des opportunités de financement, considérant que les partenaires de la démarche ont signifié leur engagement à contribuer à la mise en œuvre du plan d'action, il est recommandé d'adopter le plan d'action intitulé Politique de l'arbre et du verdissement, plan d'action 2025-2030, présenté par le Bureau de l'environnement et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que ça vous convenait, chers membres de la commission? Super. Donc, c'est adopté. Je vois des hochements de tête. Alors, pour terminer, j'ai 2 mains levées, donc je finirai la séance avec Mme Berthold et M. Deneau. Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, je ne vous ai pas visité souvent, mais je suivais les travaux à distance et le résultat final quand ça montait ou descendait au conseil municipal. Je tenais à être présente, même si c'est à distance ce matin, pour la dernière commission de ce mandat-ci, pour Mme Belrose et tout le monde qui travaille à cette commission-là. Alors, je voulais féliciter Mme Belrose d'avoir tenu le fort tout pendant 4 ans de temps, puis de nous arriver toujours avec de belles présentations, de beaux projets, de belles politiques. Alors, félicitations, Madame Belrose, et bravo tout le monde autour qui ont participé à l'élaboration de tout ça. Je vois qu'il y avait beaucoup aussi, bon, il y a Madame Laroche qui collaborait aussi versus le plan d'urbanisme et tout ça. Donc, c'était vraiment une commission intéressante. Alors, chapeau, vous avez bien rempli votre mandat, Madame Belrose, et chapeau à toute l'équipe aussi parce que vous avez de belles initiatives, puis il faut continuer pour les prochaines années. Voilà, c'était mon mot. Merci beaucoup. Mais oui, les remerciements reviennent vraiment beaucoup à cette super équipe du Bureau de l'environnement. Moi, je suis toujours épatée de voir la qualité des documents. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, mais un plan d'action que tu peux lire le samedi matin avec un café, puis c'est vraiment le fun à lire. C'est rare. On en lit beaucoup des politiques puis des plans d'action, là, mais vous travaillez bien. Donc c'est vraiment agréable. Monsieur Deneau? Premièrement, félicitations. Je pense à l'ensemble des gens qui ont participé. C'est dans l'organisation municipale, c'est pas toujours facile d'arriver avec des travaux de cette envergure-là. Il faut se rappeler, ça a été initié autour des années 2020, dans le mandat précédent. On avait vécu des épisodes de déboisement qui avaient amené beaucoup de mécontentement, puis de la population. Puis je pense que si on ne changeait pas notre façon de faire, c'était quand même très alarmant. On l'a vu, entre autres, avec les promenades King. C'est ceux qui transitent dans le secteur de Lionel-Groux sont en mesure de constater certains endroits où il y a eu des développements majeurs. Puis je pense que les gens nous en parlaient sur une base régulière. Donc, d'aller de l'avant avec cette politique. Puis c'est sûr qu'une politique, ça amène aussi une agilité qui fait en sorte que on parlait de révision de façon annuelle, puis d'avoir des bilans. Je pense qu'il va y avoir aussi place à amélioration dans les mandats prochains. Mais une des choses, c'est, bien entendu, chaque politique amène, ou de bonnes nouvelles, amène aussi des attentes de citoyens. Donc, pour l'année 2025, on a parlé de projets de plantation qui vont se faire dans le secteur Ascot, entre autres. Est-ce qu'il y a des budgets qui sont dédiés à certains services ou des projets de plantation
qui pourraient être stimulés. On parle souvent de travailler au point de vue organisationnel, de travailler tous ensemble. Dans les arrondissements, il y a des budgets qui sont dédiés. Est-ce qu'on peut jumeler justement les budgets d'arrondissement avec les budgets de M. Drouin, des M. Drouin, hein, parce qu'il y en a plus qu'un, et de l'ensemble de nos services pour en faire encore plus pour les citoyens? Moi, je pense qu'on doit aussi travailler ensemble dans l'organisation à dire, bon, ben, pour le lancement de cette politique-là, 2025, on peut-tu avoir des gestes concrets qui vont se faire, qui vont être encore plus d'envergure, puis qui enverraient un message fort pour ce lancement de cette politique. Puis encore une fois, félicitations à tous. Tout à fait. En fait, l'Alliance Canopée, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on en fait beaucoup dans les arrondissements aussi avec notre fonds dédié, mais comment qu'on regroupe ça, puis quelle stratégie on a, puis qui inclut également nos partenaires, fait que de voir comment on peut aller beaucoup plus loin sur tout le territoire. Donc, une stratégie pour Sherbrooke, une stratégie avec les partenaires, avec les arrondissements, donc, finalement. Tu vas avoir un démarrage ou des rencontres qui vont être planifiées justement pour justement cette période qui est propice à la plantation, surtout au cours des dernières semaines. Là, sont les plantes, on n'a pas besoin de les arroser. Merci. Qui est déjà en branle et prévue. Parce que juste vous donner un exemple, l'arrondissement des Nations, pour un projet, c'est tout près de 17 000 pour un projet. C'est-à-dire que nous, les sommes d'argent sont quand même très limitées. Donc, si on peut en faire plus de façon en connivence, je pense que ce serait intéressant. Merci aux membres, merci aux équipes, merci aux partenaires. C'était vraiment un plaisir de travailler avec vous tous. Donc, je réitère 2 invitations ce dimanche 25 mai au Parc Belvédère. On veut planter 500 arbres. Donc, vous êtes invités à venir mettre la main à la terre. Ça va être un beau happening de l'arbre. Puis en plus, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Donc, on veut aussi souligner le lancement de notre politique de l'arbre, le mois de l'arbre. Donc, ça va être super festif comme événement. Puis oui, une action concrète. On va être rendu à 9 500 arbres à planter dans notre plan d'action. Yeah! Puis, deuxième invitation, la GA, le 19 juin, 18h, à la salle terrasse du séminaire de Sherbrooke. Donc, on va faire nos habituels bilans des travaux, perspectives, puis avec une conférence, discussion pour terminer en beauté les travaux de la commission. Donc, ça va être une invitation, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous revoir dans nos actions.